Bonsoir, bienvenue dans cette 11e édition de EDC Talks. Ce soir, on va un peu revenir sur les activités un peu fondatrices de État des choses et de ses consoeurs qui sont justement aussi présentes ici avec nous pour en parler ce soir. J'ai la chance d'accueillir des personnes qui représentent 3 autres revues suisses romandes, Mettez-Palm, La Chose Carrée et La Mondiale. Et avec moi, leurs représentantes un petit peu, Hélène, Selma et Valentine. Donc c'est un immense honneur de pouvoir les avoir avec nous ce soir et puis de les accueillir ici. On va un petit peu justement voir qu'est-ce qui nous anime en tant que revue et puis qu'est-ce que ça veut dire aussi faire une revue indépendante. J'utilise aussi le mot revue un peu comme un mot bateau, un mot fourre-tout. On pourrait parler de périodique, ça serait plus juste, mais j'aime pas trop le mot. Je vois des acquiesçages, c'est très bien. Et du coup, on va un petit peu discuter de toutes les thématiques qui nous animent, des enjeux, des valeurs qu'on pourra partager aussi avec ces 3 personnes. Bonjour à vous 3, merci beaucoup d'être là ce soir avec moi. Salut, merci pour l'invitation, c'est cool. Merci. On va commencer par un petit tour de table avec, dans l'idée simplement que vous puissiez vous présenter et puis présenter en quelques mots votre revue. Hélène, tu veux bien commencer ? Oui. Ok, donc moi personnellement aussi, petite... Oui, dans l'idée, ouais. Donc je m'appelle Hélène, je viens de Neuchâtel, c'est là que j'ai créé avec un ami La Chose Carrée en 2019. Mon background personnel, c'est plutôt études en ethno, infocom et puis là, master en migration. Donc pas grand-chose à voir avec la littérature à la base, mais c'est un truc qui m'a touchée quand j'étais ado et que j'ai reçu mon premier journal intime. Et voilà, j'ai découvert ce que c'était d'écrire. Et puis par la suite, j'étais hyper excitée par toutes les dissertes, les évocations, etc. Et puis en 2019, après 3 ans de bénévolat journalistique, j'ai décidé de me retirer du journalisme en tant que tel, pour avoir une littérature un peu plus libre et inclusive aussi. C'était quelque chose d'important pour moi. Et donc, c'est né comme ça. Et puis ensuite, La Chose Carrée, donc c'était déjà ce format. Donc là, à la base, c'était une feuille carrée recto-verso, qui avait pas forcément pour ambition d'être un collectif ou d'être publié régulièrement, etc. On s'était dit, on sort quelque chose justement pour que moi, j'ai encore l'occasion de partager des choses à travers l'écriture. Et en fait, l'autre personne avec qui je faisais ça s'est retirée du projet à un certain moment. Et j'ai continué toute seule avec la mise en page, etc. Puis ensuite, il y a une amie qui s'est rajoutée, 2, 3, et puis maintenant, on est 8 à écrire. Et du coup, c'est publié tous les 2 mois sur une thématique qu'on se donne. Ça peut être la coupe est pleine, fissure, rencontre. Et en fait, chaque personne de l'asso est libre d'interpréter la thématique à sa manière. On a Mathias qui fait plutôt de la poésie, systématiquement en fait, c'est notre poète attitré. Et puis sinon, c'est entre de la littérature très intime, très personnelle, et puis des choses, parfois moi j'apporte une touche un peu plus globale et journalistique aussi à la chose. Et puis voilà, en gros, c'est ça. Trop bien, bonne première description, merci beaucoup. Avec plaisir. Moi du coup c'est Selma, j'ai créé La Mondiale avec des amis il y a de ça 1 an et demi. Donc La Mondiale c'est une journal qui sort tous les 3 mois à peu près. Donc du coup on en est au 5e numéro, on est entre 10 et 20 personnes à travailler dessus, ça dépend des éditions. Il y a des gens qui se retrouvent dans des listes de mails, on sait pas qui c'est. C'est super aussi. Moi, j'ai un peu comme toi, Hélène, j'ai un peu à l'adolescence découvert l'écriture. C'est très vite devenu un truc super important pour moi.
Et après, je l'ai un peu exercé pendant mon CFC de photographie, où je me suis retrouvée à devoir écrire sur ma production artistique et tout ça. Et c'est devenu plus un médium en soi qu'un médium à côté. Et du coup, j'ai rencontré parallèlement à ça tous ces potes avec qui on a créé la mondiale. On était en mode à l'époque collectif, d'artistes, on fait plein de trucs, des scénos, des machins. Puis on avait hyper soif d'espace un peu sans règles. Puis moi, ça faisait un moment que j'avais cette idée de faire un journal un peu libre, puis ça a basculé en politique, poésie et tout. Puis en fait, on s'est juste décidé à faire un truc où on parlait de ce qu'on connaissait. Puis je crois que la revendication première, c'était de ne pas corriger les fautes d'orthographe et de publier comme ça. Voilà. Et de là est partie la mondiale en espace sans foi ni loi, où on écrit n'importe comment. Trop bien, Voilà. magnifique. Super. Trop bien. Moi, c'est Valentine, mais je préfère qu'on m'appelle Val, si jamais. On a fondé Mettez-Palme. J'étais pas dans le collectif qui a fondé en premier Mettez-Palme, parce que je suis arrivée un tout petit peu à la fin, juste avant le tout premier numéro. C'était un groupe de la grève féministe veuvezane qui se réunissait pendant le Covid et qui, en fait, c'était impossible de manifester. Et face à ça, plusieurs personnes ont décidé de se rencontrer. Pour la plupart, s'étaient jamais rencontrées en vrai. Elles se sont toutes vues sur Zoom. Et elles ont fondé ce collectif en non-mixité. Et puis, du coup, le premier numéro est sorti le 14 juin 2020 pour la grève. Et en fait, il y a eu une résonance à laquelle personne ne s'attendait. Et moi, j'ai rejoint juste avant et j'ai participé aux relectures parce que comme je suis en master en français et philo à l'Uni de Lausanne, ça faisait sens pour moi de commencer comme ça. Et puis en fait, c'est parti un peu comme un projet journalistique de militance féministe. Et puis, il se trouve qu'on est un collectif avec pas mal d'individualités assez singulières et qu'on n'arrive pas à se tenir au projet purement journalistique. Et qu'en fait, au fil des numéros, ça a agrégé d'autres thématiques. Enfin, c'est-à-dire qu'au début, on a commencé par des thématiques féministes assez classiques, type l'antiracisme, la question des corps, etc. Et puis, en fait, en avançant, le dernier numéro, il est sur, qu'on voit là, il est sur la mort. Et ce qui n'est pas un sujet féministe vraiment classique, et on voulait vraiment aborder des sujets presque d'une manière un peu poético-militante, si je peux utiliser ce néologisme. Et concernant votre rapport à l'écriture, je résonne un peu avec ce que vous dites. Moi, j'ai commencé à écrire très très jeune, des journaux intimes, des petites fictions, etc. Puis ensuite, plein d'événements dont mon adolescence ont fait que j'ai arrêté d'écrire. Et j'ai commencé à écrire que de la non-fiction, que des choses universitaires, etc. Et ça a été vraiment une amputation, c'était hyper dur. Et ensuite, avec Mettez-Palme, ça a vraiment permis mon retour vers la forme créative, même si j'écris principalement des trucs, journalistiques, mais ça, en fait, il y a une espèce de liberté, même si nous, alors on corrige très 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 soigneusement nos fautes d'orthographe et qu'on a un comité de relecture qui est réputé pour sa dureté, mais voilà, il y a quand même cet espace que en termes de créativité, on doit évidemment suivre une charte qui est liée à nos valeurs féministes, radicales, intersectionnelles, anticapitalistes, mais dans cet espace-là, on peut tout dire. Ouais. Et ça, c'est cool. Magnifique. Donc, voilà. Super, très belle première introduction et entrée en matière par rapport à ces trois revues. Je voulais commencer aussi un petit peu après ça par vous poser la question de comment ça a débuté un petit peu ces processus, mais vous l'avez déjà les trois abordés, donc c'est parfait. Du coup, je vais plutôt vous demander un peu quelle forme ça prend en fait au final dans l'objet, dans la réalité, ces revues-là, parce que l'idée aussi qu'on partage et puis ce qui fait qu'on est aussi autour de la table ce soir, c'est qu'on est 4 revues en soi qui prennent une forme physique. C'est un peu ça l'idée, et il y a aussi des valeurs là derrière, j'imagine. Et je voulais vous poser la question un peu, peut-être vous pouvez nous décrire aussi, surtout pour les personnes qui les voient pas, un petit peu qu'est-ce que c'est, quelle forme ça prend et pourquoi ça a cette forme, si ça vous dit. Je vais quand même m'aider. Yes. Ouais, c'est mieux. Donc pour les personnes qui voient pas, j'ai la chose carrée entre les mains du coup. L'audio description. Qui, je sais, ne ressemble pas à un carré quand vous le voyez à l'écran, c'est un rectangle. Parce que justement à la base c'était donc une seule feuille carrée comme ça, recto verso. Et puis ensuite avec l'ajout d'autres plumes et puis aussi cette
on fait participer en fait un ou une artiste à chaque édition. Et du coup, on a choisi plutôt un format livre. Donc voilà, ça se déplie. Et quand ça se déplie, c'est un carré. Il ne faut pas s'en faire. Non, j'ai tellement reçu la remarque que je dois préciser. Et ça arrive du coup chez les abonnés en version encore pliée en deux, donc dans une enveloppe carrée pour suivre la logique qui va aussi avec le nom. On s'est un peu imposé quelque chose de difficile à tenir au niveau format, en appelant ça la chose carrée, quand on n'a vraiment pas le droit de plus le droit de sortir de ça, pas quoi. changer ça, quoi. Ouais, à moins de faire une chose ronde pour le délire, quoi. Mais voilà, et c'est à peu près tout, quoi. Chaque édition se transforme avec l'artiste qui amène aussi sa sensibilité, son interprétation et des textes et du thème en général, parce que certaines fois on a des artistes qui font des vignettes, donc vraiment un visuel qui va correspondre à l'article, enfin au texte, ou alors comme ici c'est vraiment 100% libre, donc l'artiste a fait dessin de corps, de fleurs, enfin c'était son interprétation à elle, lui, de la thématique amour, corps et sexualité. Donc voilà. Trop bien. Un carré de 31,5 de côté, je crois, hein, c'est ça? Ouais, alors ça a changé avec les enveloppes carrées, du coup, parce que les enveloppes étaient un peu petites. Donc là, on est passé à 30 sur 30, en fait. Ouais, d'accord. C'est ça. Pour mettre dans les enveloppes de 15 par 15, quoi. Exactement. Ouais. C'est aussi des contraintes, au final, de taille qui sont liées à l'impression et puis aussi au format des enveloppes. Donc, on voit qu'il y a aussi quand même des choses par rapport à ça. Et puis, le 31,5 de côté que vous aviez de base, j'imagine qu'il était aussi lié au format numérique où, en général, on imprime à une largeur maximum de 30 et quelques, quoi. Ouais, il y avait ça. Et puis, il y avait aussi... en fait, c'est les formats vinyles. Et du coup... ça nous plaisait assez d'avoir vu que c'est quand même un projet interdisciplinaire et puis qu'on aime bien, on a l'ambition en tout cas, oui, les arts visuels, mais aussi à travers des événements ou autres, d'avoir des collaborations vraiment multiples. Donc là, le 31,5, c'était plutôt pour la ref au vinyle, mais on a dû la changer. Ouais. Magnifique, super. À qui le tour? Pour le papier? Ouais. Nous, on a la chance de travailler avec Mathilde Peria, qui est une graphiste encore en formation, mais qui est en Erasmus à Barcelone en ce moment. Pour les 4 premières éditions, en tout cas, c'est elle qui a fait le graphisme. Et puis là, c'est Yona Chou qui a repris la relève du graphisme pour la 5e qui va sortir bientôt. Du coup... J'ai pas encore vu la 5e, donc je peux pas trop en parler. Surprise. Mais nous, on a un peu... comment on fonctionne, c'est qu'on a un drive, où en fait, on balance tout le contenu sur le drive. Mathilde, elle prend, puis elle l'agence, puis en fait, la mondiale, sa forme, elle est vraiment définie par le contenu, puis par le budget qu'on a aussi pour imprimer. Par exemple, on a eu une mondiale où on n'avait vraiment pas beaucoup d'argent, du coup, on a fait en riso. Ça a méga bien marché quand même, c'était super beau. La toute première mondiale, on l'a fait en sérigraphie avec Mathilde, toutes les deux dans un atelier à manier des cadres hyper grands comme ça. Et moi, j'avais jamais fait ça, Mathilde non plus. Et puis, c'était hyper excitant la première mondiale. On tire le premier coup de racle. Et puis là, on voit le truc, puis on était là. C'est nous qu'on a fait depuis 6 mois, quoi. Ça fait 6 mois qu'on y pense. Puis en fait, c'est là. Et du coup, Mathilde, elle prend beaucoup de liberté au niveau du graphisme parce qu'elle est en formation, elle a déjà son univers visuel hyper construit, mais elle est encore en train d'expérimenter plein de trucs et c'est super. Et puis à chaque nouvelle édition, on a la chance d'avoir un nouveau format. Donc il n'y en a aucune qui se ressemble. Et ça, c'est un peu un truc qui me plaît dans cette revue. Après, c'est pas du tout pratique parce qu'on a vraiment des formats... Celui-là, c'est plus classique, mais on a vraiment des formats... Ouais, celui qu'on a là est... Ouais, c'est assez... devant et un peu moins... montrer, c'est plutôt un carré aussi, un peu dans l'idée. Hein. En fait, non. Dans l'idée, ça se présente comme ça. J'ai un petit accordéon. Qui se déplie complètement, quoi, et qui fait un long format. Et voilà. Et tu m'avais parlé aussi justement du fait que le lien aussi avec le format mondial des affiches en général, c'est lié aussi à au nom. Ouais, de base, y a un peu tout qui s'est articulé en même temps. Un soir, je rentrais d'un concert à Genève et je suis passée devant un magasin qui s'appelait Mondial Moquette. J'étais là, mais c'est incroyable ce titre. Du coup, je l'ai piqué. Okay. Ça vient de là. et du coup, je l'ai volé et après, en réunion,
Et en réunion, on en a parlé, on a mis plein de titres sur la table, puis en fait, la mondiale, c'est ce qui plaisait le plus, parce que déjà, ça nous permettait de dire que c'était une journal. Puis du coup, on est parti de là à construire la première édition, puis à se dire, mais en fait, on va vraiment faire sur un format mondial qu'on va plier. Et puis, du coup, le but, c'était de faire la première en sérigraphie, c'était quand même un truc auquel on tenait. Puis en fait, c'est pas possible, enfin, c'est possible, mais faut vraiment avoir les moyens pour imprimer un format mondial en sérigraphie. Et nous, on avait accès aux ateliers de l'école dans laquelle Mathilde est. Et puis, ils n'avaient pas ça. Du coup, on a fait un demi-mondial. C'est déjà Ça bien. va aussi, ouais, clairement. Voilà. Trop bien. Merci. Oui, nous, avec Mettepalm, à la base, on voulait faire une gazette féministe. C'était ça notre inspiration. Et du coup, il y avait quand même ce côté magazine qu'on a en fait gardé, même si maintenant, il y a quand même le côté revue, mais on aime vraiment le côté coloré, un peu magazine féminin, mais du coup détourné dans son usage. C'est aussi pour ça qu'on tient à notre rubrique Astro, par exemple, ou à ce genre de choses. Parce qu'on se dit que justement, c'est produire du contenu féministe, mais avec une forme qui est le genre de truc qu'on pourrait laisser traîner sur sa table basse, ou que les gens trouvent beau et qu'on a envie d'ouvrir. Donc il y a le côté hyper coloré. Et nous, les graphistes, on a une maquette qui a été créée par les graphistes qui étaient à la base dans la revue. Donc Charlotte Olivieri et Al Gutiérrez. Et Charlotte est partie depuis, mais Al a continué, et donc c'est un peu comme vous. On balance tous nos textes après le passage à la moulinette, des relectures, etc. sur le Drive. Et puis le GT du graphisme, donc notre groupe de travail dédié à ça, choisit les images, les illus, crée tout le numéro, mais c'est vraiment, en fait, on leur donne carte blanche. On leur fait grave confiance sur la manière dont ça va sortir. Et pareil pour les typos, Al est très très passionné par les typos, du coup il y a un soin particulier. Et puis pour le code couleur qui est toujours adapté donc au thème qu'on a. Donc une fois qu'on a notre thème, on adapte à peu près les couleurs autour. Et donc il y a vraiment une espèce d'alliance forme-fond qui est importante. Après ça nous coûte une blinde. Parce que imprimer en couleur un magazine de 34 pages, c'est hors de prix. Et ce qui fait que notre tout premier numéro, on tenait vraiment beaucoup à ce que ça reste en couleur malgré le prix. Du coup, on a chacun et chacune mis 50 francs de notre poche pour payer la première impression. Et puis maintenant, on s'en sort plus ou moins avec les subventions, tout ça. Et c'est aussi dommage parce que du coup, on outsource l'impression, quoi. Donc, c'est vraiment pas nous qui le faisions. Et il y a eu des discussions dans le collectif pour savoir si c'était peut-être bien que nous, on se mette à collaborer avec des personnes qui étaient déjà aussi un peu plus dans nos valeurs. Mais c'est déjà tellement de boulot qu'en fait, on est très content de balancer le magazine à l'imprimeur et dire là, c'est bon, on a fini le travail. Okay. Donc, en tout cas, je crois que je parle pour le GT graphisme en disant ça, mais il y a toujours un petit moment de ras-le-bol voilà, à la fin. Donc voilà. Mais voilà, nous, on tient au côté coloré et au côté visuel en plus des textes. Très magazine. Très magazine. Ouais. Trop bien. Et puis, pour revenir un petit peu aussi sur le lancement et le début, je voulais vous demander aussi un peu... je sais pas si vous l'avez toutes vécu un petit peu le lancement un peu de la première revue, et je voulais vous demander un peu comment est-ce que vous aviez eu l'impression que déjà qu'est-ce que ça vous a fait à vous, quels sentiments vous avez eu à ce moment-là, comment aussi le public a réagi, quelles interactions vous avez eues, et puis comment est-ce que ça a changé aussi peut-être ce que vous avez, comment vous avez procédé par après aussi un petit peu dans cette idée-là, quoi. C'est toujours, en tout cas pour moi, c'était un événement très marquant, et je voulais vous demander si c'était aussi un peu le cas pour vous et comment vous l'aviez vécu. On fait toujours dans l'ordre. Ouais, comme ça. Comme j'ai dit la première fois, moi je pensais pas que ça allait continuer. Enfin, on a fait ça vraiment en mode toi tu viens de quitter ce journal. Et moi, je vais m'inscrire dans une école d'art. Enfin voilà, on était vraiment les deux en mode on a du temps, on n'a pas grand-chose à faire. Vas-y, t'as envie d'écrire, j'ai envie de tester un peu des trucs, faisons-le. Et du coup, même le nom en fait de la chose carrée, c'était vraiment un jour on était là, mais en fait comment on va l'appeler cette chose? Et puis enfin voilà, c'est tombé comme ça. Et en fait
la première impression, c'était vraiment, ok, on en imprime plein et on va juste les balancer un peu partout parce que on n'avait pas forcément envie d'abonnés, on pensait pas à toutes ces choses. Donc, c'était hyper excitant parce que on avait passé une nuit dehors avec de la colle de poisson à en afficher un peu partout à Neuch. Et puis, ouais, c'était juste beau et la réception, enfin, moi, ça me tenait particulièrement à cœur vu que c'était uniquement moi qui écrivais à ce moment-là. Et du coup, partager des textes, c'est, en tout cas pour moi, toujours quelque chose d'hyper intime. Et puis, du coup, c'est un peu, voilà, se faire une autopsie et puis la balancer au monde et dire, voilà, c'est ça qui m'habite. Donc, c'était un peu effrayant quand même. Mais au final, dans l'entourage surtout, en fait, c'est comme ça que ça a commencé avec des amis qui sont hyper enthousiastes et puis les parents, etc. Et puis qui disent un peu, ah bah voilà. Et au début, je sais même pas qui a eu les premières choses. Des fois, il y a des potes, mais vraiment hyper éloignés, qui me disent ah mais j'ai toujours la première chose et tout, alors que moi-même je l'ai plus. Donc voilà, ça a vécu comme ça devait en fait, mais à la base c'était juste hyper excitant et ouais, sans volonté d'aller forcément dans un grand truc. Est-ce que peut-être on peut rajouter aussi à la question, mais un peu, c'est quoi vraiment la chose qui vous a fait dire, en gros, il faut qu'on le fasse, vraiment le sentiment de dire, voilà, ouais. On veut le faire. Moi, c'était très clair. Alors, c'était vraiment que dans le monde journalistique dans lequel j'évoluais, il y avait des normes, autant au niveau, enfin des exigences, disons plutôt dans l'écriture qui étaient utilisées, qui moi me convenaient pas. Il y avait une suppression du style vraiment littéraire qui dénaturait tout ce que j'avais à dire en fait, et je me reconnaissais pas là-dedans. J'avais dans cette revue-là, en l'occurrence, une interdiction de l'utilisation de l'écriture inclusive qui me passait en travers de la gorge. En fait, je pouvais pas. En tant que femme, j'ai trop souffert de pas voir du féminin, de l'inclusif, ou même une forme féminine universelle comme elle a été inventée par Tiffany. Donc j'avais besoin de ça et puis j'avais besoin de dire mais en fait si ça existe pas autant le créer et voilà. Donc ça c'était vraiment un ras-le-bol à ce niveau-là, ce cadre journalistique au niveau du style, au niveau des idées aussi, où on doit se conformer forcément à une ligne éditoriale qui moi à ce moment-là me convenait plus et voilà, c'était ça en fait. Ok, trop bien. Moi, dans lancer le truc, j'étais, c'est une idée qui est restée sur la longueur pendant un an presque un an et demi. J'ai été hyper encouragée par une amie à moi, Charlotte, qui écrit les horoscopes dans La Mondiale et qui m'a méga poussée à le faire et qui trouvait l'idée super. Puis du coup, à cette époque-là, au même moment, un peu, il y avait ce collectif de tout et n'importe quoi qui se mettait en place. Puis il y avait vraiment... C'était une période hyper condensée de peut-être 9 mois où il y avait une énergie créatrice trop super, où on était tous tout le temps à fond et c'était assez dingue. Et puis en fait, quand je voyais tous ces gens motivés, j'étais là, mais c'est là, en fait, c'est maintenant, on va faire ça maintenant ensemble. Et puis il y avait un truc c'est gratifiant en fait de faire un truc comme ça pour soi-même. T'es là un peu, ah ouais, on l'a fait ensemble, et puis moi je l'ai fait, et puis c'est notre projet, et puis on l'a tous fait. Puis il y a un truc vraiment sur une période un peu aussi longue que 9 mois d'être en synergie avec tous ces gens et d'avoir des énergies hyper similaires, c'est hyper beau. Et puis je crois que c'est ça. Mais moi je me souviens surtout de tout à l'heure t'as posé la question des débuts et de qu'est-ce que ça nous a fait. Moi je me souviens surtout de la toute première réunion où du coup on venait de finir notre première expo, puis j'étais là, bon ok, une fois que l'expo elle est finie, je lance le truc. Puis j'envoie mon mail et tout pour la première réunion. Puis là, on se retrouve à la première réunion, puis c'était mon idée qui était dans ma tête, puis je devais un peu l'exposer aux 8 autres personnes qui étaient là au début. Puis il y a eu cette réunion de 2 heures où vraiment peut-être tout le temps était hyper net. Et puis au début, les gens, ils sont hyper timides avec l'idée, ils captent pas trop ce qui se passe, puis ils sont un peu là genre, ok, je t'écoute, ça m'intéresse, mais je comprends pas où tu veux en venir. Puis après, tu vois, ils se laissent un peu aller, puis ils se disent, ah, mais du coup, on pourrait peut-être... Et puis là, t'es là, oui, on pourrait carrément. Et puis après, ils commencent à prendre le truc, puis à le malaxer, puis en fait, ça devient à la bonne forme. Puis il y a vraiment, dans toute cette longueur de réunion, ils font connaissance avec l'idée, puis à la fin, en fait, c'est bon, c'est notre truc. C'est à nous, c'est plus que à toi. Je trouve ça trop dingue.
Ouais, c'est très beau. comme Est-ce ça. que je peux juste te demander aussi, je sais pas si tu l'as déjà évoqué avant, mais c'était quand, juste Ça, c'était un en peu ces débuts. septembre 2021. Ouais. Ouais, fin août. Fin août 2021, en fait. Ok. Ouais, nous, je crois que c'est né du Covid, hein, on va pas se mentir. Mhm. C'était la frustration de pas pouvoir manifester, le ras-le-bol aussi qu'on partage beaucoup par rapport à l'écriture inclusive, à la visibilité aussi de sujets juste qui passent pas dans les médias traditionnels suisses, à part peut-être pour le courrier. Mais sinon, euh, voilà, enfin, genre, c'était compliqué. Enfin, tout d'un coup, on était là, mais en fait, il y a un espace à prendre. Et il faut qu'on prenne cet espace et il faut qu'on soit là dedans et qu'on écrive et qu'on propose quelque chose. Et du coup, il y a eu ça. Et c'est né hyper vite parce que bon, j'étais pas là aux premières réunions qui étaient sur Zoom, mais en 1 mois et demi, le premier numéro est né, ce qui était une charge de travail monumentale. Ouais, Après, c'est on ouf. n'avait rien d'autre à foutre. On était confinés chez nous, c'était le tout premier confinement. Donc forcément, ça nous a donné une espèce de début sur les chapeaux de roue, alors qu'on se connaissait pas très bien. Et c'est vrai que ça a créé par la suite pas mal de difficultés, Mhm. dans la mesure où ça a commencé comme un truc très intense. Moi, je me souviens du moment où j'ai eu le premier numéro dans lequel j'avais pas encore écrit, mais auquel j'avais collaboré entre les mains, et je me disais, c'est incroyable. On a créé ça ensemble, et moi, j'avais ce truc de terrifié de sortir un truc en mon nom pendant des années. Et là, le collectif, ça m'a donné une méga confiance, en fait. Et c'était ouf. Et après, on a voulu tenir le rythme qu'on s'était imposé. Et ça, c'était la pire idée. Ouais. Et le monde nous a rattrapés après Covid et on a eu... on en parlera peut-être après, je sais pas si c'est le moment d'aborder ça, mais ça a été très compliqué ensuite de trouver nos marques, suite à un peu la frénésie des premières collaborations et l'épuisement, en fait, un peu le côté burn-out militant qu'on a pu tous et toutes dans le collectif expérimenter. Et ça, c'était assez intense. Mais j'étais pas là à l'apéro fondateur du nom, Mettez-Palme, mais tout le monde nous pose tout le temps la question. Et c'était la question des vagues du féminisme. Mhm. Du coup, surfer sur la vague du féminisme avec les questions des deuxième, troisième, quatrième vagues. Et je crois que c'est comme ça que c'est né. Donc, et je crois que le nom marche. Au début, on était là, mais c'est une blague, ça va jamais marcher. Et en fait, les gens se rappellent. Mettez-Palme, c'est tellement bizarre que les Ouais, gens c'est se sûr. souviennent, quoi. Du coup, voilà. Ouais, bah, c'est rigolo. Nous aussi, pour État des choses, c'était un peu aussi le Covid, je pense, qui a vraiment lancé l'idée, quoi. On avait déjà l'ambition de le faire avant, mais c'est quand on s'est retrouvé dans cette période qu'on s'est vraiment dit, en fait, on n'a plus d'espace où on peut, entre les gens de notre génération, juste se voir, partager des choses, et on n'a plus aucun espace aussi où on peut montrer de l'art, et c'est un peu comme de ça que c'est né, d'une envie aussi juste de créer un peu nos propres espaces, et aussi de cette frustration des médias traditionnels où on se sentait vraiment pas du tout non plus représenté, quoi. Ouais, donc ça me parle beaucoup, hein, tout ce que vous dites, quoi. Et puis justement, je pense qu'on peut faire un point par rapport à un petit peu l'organisation de toutes ces revues. Un peu, voilà, on a parlé déjà un tout petit peu de périodicité. Mettez-Palme, je sais pas, tous les combien de temps ça sort maintenant? Du coup, on a commencé en se disant on va en faire 4 par année. Je sais pas pour quelle raison Énorme, obscure, quoi, on ouais. s'est dit que c'était faisable. Aussi, hein. On a un peu déchanté depuis Ouais. et en fait maintenant on s'est dit qu'on faisait ça à notre rythme vraiment. Donc on annonce une parution irrégulière. Dans les faits, on vise à peu près 2 numéros par année, mais c'est pas du tout contractuel. Ouais. Et nos abonnés sont aussi au courant. En fait, on a un système d'abonnement pour les 3 prochains numéros. Ça veut dire que nous, on n'est pas coincés par des échéances en termes de date. Ouais. Sinon, on se retrouvait dans une situation vraiment pas agréable à devoir tenir... Bon là, on doit tenir nos propres échéances, mais comme c'est nous qui les inventons, personne vient nous en tenir rigueur si on les tient pas. Non, c'est clair, Ce quoi. qui arrive souvent. Ouais. Ce qui est une bonne formule aussi, en Ouais. tout cas. Et puis, du coup, je crois que tout le monde ici autour de la table est aussi un peu dans une forme de bénévolat en soi, hein. Je crois que personne n'est rémunéré concrètement pour faire tout ce travail-là quand même. Et puis, juste parler aussi de ce rapport au bénévolat, de ce rapport à l'organisation, au collectif, à un peu au don de soi quand même aussi par rapport à ça. Et puis, est-ce que vous pouvez on peut peut-être aborder le point un peu de manière générale. Je trouve que c'est un peu plus intéressant. De toute façon, on va toucher à tout. Mais du coup, comment est-ce que votre collectif ou votre Assos, vous pouvez aussi, peut-être qu'on peut parler aussi de la forme juridique. Est-ce que c'est important? Est-ce que ça a un sens pour vous? Et comment est-ce que ça fonctionne un peu? Quelles sont la périodicité à laquelle vous vous voyez ensemble? Et puis un peu comment sont organisées aussi les équipes
Tu nous as parlé, Val, avant de groupe de travail. Mhm. Il y a d'autres formules, j'imagine, un petit peu, si vous voulez les aborder. Ouais, ben nous, du coup, on est 8 dans l'asso maintenant. Et puis, bah, forcément, en formant l'asso, on a aussi dû définir enfin, le rôle de président, trésorière et puis secrétaire. Donc, je ne savais pas à l'époque, mais il y a des coprésidences qui sont possibles. Oui. Donc ça, c'est un truc, je le dis maintenant d'ailleurs à mon équipe aussi. J'aimerais bien faire une coprésidence, mais pour l'instant, je suis présidente. Mathias est secrétaire et puis Romane est trésorière. Et ensuite, donc, enfin, chacun s'occupe. Donc Mathias fait les PV pendant les réus, etc. Romane s'occupe de tout ce qui est frais et puis moi, enfin ouais, présidente, ça veut tout et rien dire. Enfin, c'est mon projet, c'est mon bébé, donc j'aime bien avoir un œil un peu sur tout, mais c'est surtout un peu réussir à. En fait, c'est ça surtout, c'est réussir à motiver les troupes aussi, parce qu'effectivement, des fois, chacune a sa vie qui peut être très remplie. Nous, les personnes qu'on a. Vania, elle a son enfant qui a une dizaine d'années. Alex, il est journaliste à 100%. Donc voilà, enfin, chacune est très occupée aussi en dehors. Donc des fois, c'est vrai qu'il faut une force un peu qui rassemble toutes et puis qui dit ok, là, on y va. Il y a ces trucs et ça, c'est un peu mon rôle aussi, des fois de proposer de nouvelles choses, d'être un peu dans l'aspect ambitieux entre guillemets. Proactif, quoi, aussi, ouais. Voilà, exactement. Et puis ensuite, au niveau des relectures, en fait, on fait des relectures communes. Donc tout le monde publie sur le Drive et tout le monde relit. Tout le monde connaît l'écriture inclusive qu'on utilise. Elle tend à supprimer le plus possible le point médian pour faciliter la lecture, parce que je suis assez d'accord avec le fait que Donc plutôt... c'est un effort à faire, disons. Et voilà, c'est aussi pour que des personnes qui, à la base, sont un peu rebutées par l'écriture inclusive se disent « Ah, mais non, quand même, je vais essayer » parce qu'on fait des efforts vraiment. Donc voilà. Et puis, ouais, on fait les relectures tous ensemble. Ensuite, c'est moi qui m'occupe de la mise en page. On envoie à Sigelio pour l'impression. On a quand même voulu rester, malgré le prix, c'est vrai, ça augmente encore plus depuis le Covid, il y a une pénurie de papier, donc voilà, vous savez bien que voilà, ça augmente. Mais quand même, on a voulu rester local et puis travailler avec une imprimerie de Neuch, donc on fait ça, on va chercher les numéros, puis ensuite on les plie, on écrit les prénoms enfin les adresses sur les enveloppes et tout se fait en fait de manière assez spontanée avec les agendas de chacune, donc on est 3-4 à pouvoir mettre un peu plus de temps. Et ça tourne beaucoup autour de nous pour ce qui est très pragmatique. Mais sinon, c'est vraiment... c'est le but aussi de la chose carrée, que ce soit libre, que ce soit spontané, que voilà, une personne tout d'un coup a du temps pour faire un truc ou a une idée pour un post ou autre, qu'elle puisse le faire. Et puis voilà, même si je m'occupe de beaucoup ce qui est création de réseau et puis mise en page, en fait, on est en consensus, quoi. Combien de temps ça te prend à toi, par exemple Franchement, je compte pas, Ouais, parce pense bien, que je sais pas. La Peut-être mise en page, c'est 2-3 jours complets de travail. Aussi pour que ça fasse justice aux œuvres des artistes qu'on invite, en fait, Bien sûr, pour ouais. que ça fasse un sens pour eux aussi. Et donc, il y a de la communication qui se fait à ce niveau-là. Donc, ouais, il y a 2-3 jours de mise en page. La rédaction des textes, en vrai, ça peut être 2 heures si on a une idée comme ça et puis que ça coule, comme ça peut être des semaines parce qu'il y en a certaines qui retravaillent plus. Donc voilà, mais c'est je sais pas, c'est une semaine de taf par mois complète, quoi, en vrai, à côté du reste, je pense. Ok, ouais, donc c'est un peu un 25% de temps de travail comme ça, Ouais, pour toi. 25, ouais. Plus ou moins, hein. Après, C'est effectivement, je difficile crois de qu'on compter. compte pas, ouais, c'est clair. C'est difficile. Ça te donne une idée, quoi. Ouais. Nous, l'organisation, elle est toujours en train de changer. Il y a un peu rien qui est fixe, puis on est toujours en train d'essayer de trouver une meilleure manière de faire. Surtout moi, le dernier numéro, j'ai pas participé parce que j'avais pas le temps. Et puis j'arrivais un peu au bout du roule où il y a quand même ces trucs de bénévolat où c'est vrai que quand t'es porteur de projet, tout à coup, porteuse de projet en l'occurrence, tu
tu donnes tellement de toi, puis effectivement, c'est tellement ton bébé, puis t'es un peu... moi-même, j'ai pu être un peu autoritaire sur certains trucs, puis pas vouloir lâcher la bride, ou je sais pas. En fait, ça te met la tête dans le guidon, puis c'est vrai que moi, tu disais que vous avez voulu vous imposer un rythme. Nous aussi, tous les 3 mois, puis en fait, j'ai fait 4 éditions, puis après, je me suis dit, ok, on va ralentir, parce que c'est beaucoup. Et ouais, je pense que c'était bien 2-3 jours de taf par semaine, mais des petits... T'as une semaine, tu fais rien, tu fais ça toute la semaine, t'as une semaine, c'est clair. Puis ouais, du coup, on essaye de faire des groupes de travail par rapport à la communication, au vernissage. On a une nouvelle team relecture. Attention. Attention, mais c'est pas pour les fautes d'orthographe, pour les fautes de syntaxe. J'adore ce parti pris, en vrai. Ouais, non, c'est Moi, je très pourrais chouette, pas, ouais. mais j'adore le parti pris, vraiment. Mais parce qu'en fait, dans l'équipe, on a une personne qui est dyslexique, puis on s'est dit que c'était une façon de faire de l'inclusivité, en fait. Complètement. Puis moi, j'écris vraiment très très mal aussi. Et ouais. Mais bref, du coup, on essaye vraiment de faire en groupe de travail, parce que visiblement, c'est vraiment un système qui fonctionne. Mais de nouveau, ces trucs où t'es pas payé, ça reste quand même des fois des espèces de charges mortes que tu dois tirer et motiver les troupes, et t'es un peu là... Enfin, derrière, t'as la gratification des gens, donc quand le projet il est tout nouveau, c'est super, tout le monde est hyper fier de le présenter à ses proches. Mais là, par exemple, on voit, c'est notre 5e édition, les gens, c'est dur de stimuler l'intérêt et de provoquer autant d'enthousiasme. Et puis, du coup, la gratification, elle est divisée par 3 et les gens sont moins motivés. C'est sûr. Mais on fait avec, et puis ça reste un projet super. Trop bien. Je pense qu'il faut peut-être juste que tu mettes ton micro un tout petit peu plus Là. proche. Parfait, ouais, merci. Plus bas. Ouais, alors nous, on a une organisation... En fait, nous, on a traversé une énorme crise, donc ça va peut-être raccrocher sur ce que je disais avant, en fait. Ouais. On a raccroché un peu... on a fait nos 3 premiers numéros, du coup, vraiment un peu coup sur coup. Et en fait, on s'est tellement imposé un espèce de productivisme alors qu'on n'était absolument pas payé, qu'en fait, on avait des valeurs fondamentalement anticapitalistes, qu'on était hyper critique d'un système qui... Enfin, aussi dans la vague Covid où on était giga critique, quoi. Et en fait, tout d'un coup, on s'est imposé ça et ça nous a paru normal de se faire suer au travail comme ça, mais pure auto-exploitation. Et en plus de ça, vu qu'on avait commencé très vite sur beaucoup de choses pragmatiques, on a mis très vite en place un système de, je sais pas comment est-ce qu'on dit, d'abonnement, de distribution. On a vu les choses grand très vite. On a vraiment eu ce côté un peu luxe. On voulait faire une revue super bien diffusée, comme si on était payé, en fait. Ouais. Et en fait, on n'était pas, et en plus, on n'a pas pris soin du collectif. Je crois que c'est vraiment ce qui a fait vraiment du mal au début, c'est qu'en fait, on n'a pas pris soin de nos relations interpersonnelles, alors même qu'on était un collectif féministe qui se basait sur le care, en fait, entre nous. On a reproduit plein de choses qu'on voulait pas. Il y avait des enjeux de classe, parce que, moi, j'ai fait l'université, pas mal de personnes dans la revue avaient ce background très universitaire, justement, pas de faute d'orthographe, et puis un rapport très rigide, en fait, au texte, et je me mets complètement là-dedans. Donc voilà, et puis d'autres personnes qui venaient d'autres milieux, et du coup, on a eu de la peine à trouver de l'équilibre, et ça crée aussi des tensions dans la manière dont faire les retours sur les textes. Quand tu viens d'une culture universitaire, t'as l'habitude de te faire défoncer par tes profs, puis quelque part, tu trouves ça normal. Et c'est horrible, mais tu trouves ça vraiment normal. Et tout d'un coup, nous, on se retrouvait dans des situations où, pareil, on a un processus de relecture commun, pas pour la forme, mais pour le fond. C'est-à-dire, tout le monde a accès à tous les articles sur le Drive. Et en fait, tout le monde peut mettre son avis. Sauf que des fois, il y avait des personnes qui étaient super blessées parce qu'en fait, on exprimait nos avis avec nos langages et nos conditionnements professionnels à nous. Et du coup, il y a eu une année de pause où, en fait, on a tout arrêté. On a fait des séances de médiation qu'on a payées avec l'argent du collectif pour trouver collectivement une nouvelle manière de fonctionner qui soit plus respectueuse à la fois de nous et des personnes. Il y a aussi pas mal de personnes qui ont quitté le collectif et on a ouvert le collectif à d'autres personnes. Et ça nous a vraiment permis de trouver, ça nous a permis en fait de prendre un peu de recul et de trouver la forme qu'on a maintenant. Donc des groupes de travail assez précis, où on peut toujours se retirer quand on a trop, c'est-à-dire avant chaque numéro, chacun fait un pointage sur sa disponibilité.
Et puis on a relecture, graphisme, comme réseaux sociaux, enfin ça va ensemble. Relecture d'un côté, tout le monde rédige et tout le monde rédige et tout le monde relit pour le fond. Et puis le GT événementiel pour les vernissages et les choses à côté. Il y a eu un petit GT performance qui est né d'aventure avec deux de mes copaines. Et on a pu, grâce notamment à Maxime en fait, faire notre première performance à Frisson il y a plus d'1 an. C'était il y a longtemps. Oui, c'était en 2021. C'était en Ou en octobre 2022. 2021, oui. Voilà. Ouais, Donc voilà. ça remonte. Mais C'était super. du coup, on voit, il y a un peu des projets comme ça, des espèces de projets. Et nous, on n'a pas ce truc de porteur de projet, porteuse de projet, puisque la personne qui a fondé l'idée est en fait partie depuis. Et du coup, c'est vraiment un peu, on se passe le flambeau. On a tous et toutes besoin des fois de mettre de côté notre vie professionnelle et se concentrer sur autre chose. Et Mettez-Palmes, c'est parfait. Et des fois, on n'en peut plus de Mettez-Palmes. Et comme on est beaucoup, il y a quand même un peu un équilibre qui se fait, j'ai l'impression. Mais voilà, les mauvaises semaines, enfin, les bonnes ou les mauvaises semaines, c'est peut-être des fois même en 50%, suivant dans quel GT tu te trouves. Ouais. Donc, c'est assez lourd. Puis après, il y a des semaines où il se passe rien. Ouais. Super. Selma, tu l'as abordé aussi, l'aspect un peu évolutif et puis de rester attrayant, c'est aussi un truc que je voulais vous demander. La chose qui arrive, vous en êtes à la 22e édition maintenant. Ça fait énorme. En juin, ouais. Ouais. Et sinon, on est à 4, 5e, plus ou moins, de notre côté, respectivement. C'est aussi tout un exercice, en fait, de garder le public, de fidéliser le public, de faire en sorte de rester intéressant, pertinent avec le temps. Et est-ce que c'est une thématique qui vous traverse l'esprit? Est-ce que vous y réfléchissez? Quels sont les moyens que vous employez pour ce faire? Et est-ce que ça vous fait chier ou pas de devoir vous poser ces questions? Un petit peu, oui. Parce que, en fait, quand on a des personnes qui, comme tu disais avant, quand on a des personnes qui sont à la base conquises par le projet, et puis qu'autour de toi, tu entends « Ah, c'est trop bien, continue, c'est génial hein. ». C'est vrai que quand on met aussi toutes ces heures, tout ce temps, on a envie que ça se porte tout seul, en fait, des fois, vraiment, Ouais. parce que je pense que c'est la moitié du job, en fait, de vraiment, franchement, faire la mise en page, plier les trucs, envoyer, ça, c'est des choses qu'on fait en commun, où on est tout le temps en relation, donc ça rend la chose beaucoup plus légère, mais par contre, vraiment la charge mentale de réfléchir à qui on va chercher, quels espaces on investit, comment on le fait, etc., à côté de toutes les activités qu'on a professionnelles ou étudiantes, ben oui, c'est une charge, c'est pas facile. Moi, mon parti jusqu'à maintenant, ça a été de dire oui aux invitations qu'on m'a lancées, comme aujourd'hui, et merci pour ça. Merci à toi. Et puis de profiter peut-être un peu aussi du réseau de chaque personne, en fait, de se dire ah ben toi tu connais telle librairie ou bien tel artiste, ok, on fait une collab de cette manière-là. Là on va aller le 3 juin, on fait le vernissage du 22e du coup à Payot Neuchâtel. Mathias y travaille, on a de la chance, donc voilà, on utilise un peu ça, on essaie d'activer. Et puis sinon on participait beaucoup au pop-up market du pavillon voisin, du coup, à Neuchâtel. Ce qui fonctionnait assez bien et puis qui... Franchement, moi, faire du marketing pour juste que ça fonctionne, que ça prenne de l'ampleur, je vois pas le sens. Donc vraiment, le fait de pouvoir rencontrer des gens et discuter et avoir le contact direct avec, c'est ça, en fait, qui est hyper important pour nous. C'est... voilà, que les gens ils soient spontanément intéressés, pas uniquement par les textes qu'ils lisent, mais aussi par l'énergie qui se dégage de tout ça et puis des relations. Donc voilà, après ça reste évidemment un taf et puis comme dit, on peut pas tous s'investir des mêmes manières. Donc de notre côté, ça retombe souvent sur les mêmes personnes, ce qui est ok jusqu'à maintenant, mais effectivement, c'est du boulot quoi. Ouais, de nouveau. Et oui, il faut y penser. Voilà. C'était quoi la question? Comment est-ce que tu restes attractive? Sur Oui, l'aspect, bien sûr, vas-y. parce que nous, on a ce côté très horizontal, ou en tout cas on veut, mais en vérité, évidemment que c'est hyper difficile de balancer cette horizontalité. Et puis, il y a aussi toujours des moments où il y a des personnes qui prennent plus et d'autres qui lâchent. Et ça, c'est un truc que je trouve difficile en asso de manière générale. C'est
savoir comment doser ça. Moi, Ouais. c'est un truc qui me pose, qui me questionne beaucoup dans Ouais. Métépalme. Qui prend, comment on prend, pourquoi on prend, qu'est-ce qui fait qu'on veut plus prendre. Enfin, tout ça, c'est des trucs compliqués. Ouais, complètement. Mais je pense aussi, pour rebondir Mhm. du coup, désolé pas la question, mais c'est moi quand j'ai pensé la mondiale, il y avait un peu plein de trucs qui se passaient autour aussi. Les gens du collectif qui ouvraient un café à Lausanne en même temps, ce collectif d'artistes et tout. Et puis pour moi, c'était aussi tout un moyen de repenser le travail pour de vrai, dans comment est-ce que mon futur il va être. J'ai pas de bachelor, j'ai un CFC et puis j'étais un peu là, mais ok, la vraie vie maintenant, c'est right now, et puis il faut y penser vraiment. Et en pensant la mondiale, en voyant le café se construire et en voyant ce collectif autour, je me suis dit, en fait, il y a d'autres manières de travailler. Total. Truc à prendre avec des pincettes quand on est jeune, parce Ouais, il que faut doser, faut hein, réussir nuancer. à trouver l'équilibre, mais ces revues et ces activités associatives, en fait, elles permettent de remettre en question un peu en profondeur et dans la pratique comment est-ce qu'on fonctionne professionnellement avec les gens. Je trouve ça intéressant. Ouais, c'est toute l'énergie du collectif où il y a des avantages et des inconvénients, il y a un peu des contraintes, et puis ouais, il faut avancer avec des personnes qui des fois vont lâcher, tu dois en retrouver des nouvelles, mais c'est tout un jeu aussi un peu méga difficile, quoi. Ouais. C'est toute une autre partie un peu de ce travail-là aussi, qu'on peut aborder aussi si on est dessus, mais qui est méga intense au final et qui prend aussi beaucoup d'espace dans tout ce travail-là. Parce que l'idée aussi de créer, enfin je pense que c'est un exercice qui est possible et faisable en soi, hein, de créer une revue comme ça de manière solo, mais c'est aussi pas très intéressant au final. Pourquoi aussi vraiment vouloir faire une revue si c'est ça, pas des autres choses. Et puis cette force du collectif, elle apporte tellement, elle apporte des compétences, elle apporte des points de vue, mais c'est aussi après, enfin ça dépend aussi des collectifs, j'imagine, ça dépend du nombre de personnes un petit peu et comment c'est organisé, à quel point il y a un côté hiérarchique ou pas. Mais c'est aussi tout un gros travail à faire, quoi. Et comme vous l'avez abordé, c'est tout juste, quoi. Et puis, comme tu le disais, Val, franchement, des fois, il y a aussi des envies qu'on a qui, en termes de valeurs, d'idéologie, disons, anticapitalistes ou autres, où on a envie de créer quelque chose qui s'écarte de ce qui nous a été imposé jusque-là, et en fait, on reproduit bêtement des choses, enfin, de l'autoculpabilisation par rapport à, oui, il n'y a pas assez de production, c'est pas assez réactif, etc. Et c'est vrai qu'il faut composer avec ça aussi, puis tout d'un coup se mettre face à soi-même et puis être là, ah mais en fait, je corresponds même pas à ce à quoi je voudrais correspondre. Et du coup, c'est des grosses remises en question aussi qui sont très intéressantes. Et je trouve incroyable toute la réflexivité que vous avez eue en fait sur votre projet et puis ce que vous avez mis en place avec la médiation pour que ça continue. Enfin, je trouve ça admirable et puis je trouve ça un effort vraiment qu'il faut souligner, vraiment. Très bonne idée en tout cas. Je suis d'accord. Bravo. Ça a payé en tout cas. Après, dirait j'arrive. Ouais, je sais plus. Je crois qu'on y tenait tous vraiment beaucoup. Moi, j'étais hyper triste quand ça s'est interrompu, Métépalme. Ouais. J'ai fait le deuil de cette revue. Genre, j'étais vraiment triste. C'est pour ça le thème. Ouais, mais en vrai, oui, en Il plus, y a on de a ça, fait hein. le jeu de mots dans l'édito. Ouais, on ouais. avait disparu, nous revoilà dans les morts et les mortes, en fait. Ouais. Et vraiment, ouais, c'était assez incroyable de voir que c'était possible de sauver ça, de sauver des dynamiques, de garder des trucs, puis en conservant quand même un peu de l'énergie des débuts et un truc chouette, mais peut-être plus posé, moins frénétique, moins émotionnel aussi. C'est bête à dire, hein, mais des fois, ça vaut le coup de considérer les réus d'assaut comme des réus de travail. Ouais. Après, ça, c'est mon avis. Je sais que pas tout le monde a du tout ce rapport à l'associatif, mais pour moi aussi, il y avait un petit côté un peu professionnalisant. Moi, mon rêve secret, c'est qu'on puisse vivre de Métépalme. Vu comme on est subventionné, je pense pas que ça arrivera, mais je peux toujours rêver de ça dans mon lit quand j'en ai marre de mon travail, quoi. Ouais. Non, c'est sûr. Ouais. Mais juste ces revues aussi, il faut préciser qu'elles sont émotionnelles parce qu'elles sont hyper fragiles et que c'est un mix de c'est un mix de fragilité économique, je pense, mais Ouais, mouche dans le studio. et de fragilité économique et de fragilité du collectif où en fait les deux sont hyper interliés parce que forcément on n'est pas payé, du coup on n'est pas obligé d'être là, du coup quand on n'a pas envie d'être là on n'est pas là. Du coup c'est vraiment un truc de ressources humaines aussi. Et c'est vrai que quand tu te retrouves un peu à avoir ton petit bébé et tu le vois pendre à un fil qui va
tous péter la gueule, t'es un peu là, ah non, Ouais. mon cœur. Mais ouais. Et du coup, ma question, Selma, pour revenir dessus, c'était un petit peu par rapport à l'évolution aussi, à rester aussi pertinent, intéressant, et puis à comment continuer un petit peu à travers ça, à intéresser et le public, et aussi les artistes ou les personnes qui participent à vraiment au projet éditorial, quoi. Je sais pas si tu veux encore redire quelque chose par rapport à ça. Moi, quand je me suis posé la question, dans ma tête, je regardais vachement ce que l'état des choses faisait et je trouvais que c'était super de s'allier avec le milieu culturel. Parce qu'en fait, on était tous dans le même bateau. Et du coup, j'ai commencé à faire des listes de contacts et de machins à ne plus en finir, ou en me disant faut que je fasse du public postage, faut que je fasse de l'envoi de mail, faut que la revue elle aille plus loin, faut que les gens la connaissent, faut que y ait... Enfin, moi, c'est sur mon CV, faut que ça tienne la route et tout, et puis en fait, faut que ça devienne un truc pro. Puis j'avais méga envie de ces partenariats avec des salles de concert ou avec proposer des nouveaux formats et intégrer peut-être d'autres gens. Et là, c'est le moment en fait où c'est devenu trop pour moi, c'est devenu trop pour les autres. Puis en fait, j'avais fixé moi-même des objectifs qui étaient plus atteignables. Et du coup, on n'est pas devenu plus attrayant, mais ça ne saurait tarder. Mais en fait, il y a un peu plein de moyens. Tu repenses ton format. Un peu, je crois, c'était à la 2e ou 3e parution, on a fait un compte Instagram. Donc ça nous a déjà permis d'être plus en dialogue, peut-être, avec le public. Il y a... récemment, je crois, cette semaine, je me suis dit, mais en fait, il faudrait qu'il y ait une mondiale tout en ligne où, en fait, tu balances ton contenu quand tu veux, puis comme si c'était le Drive, juste que tout le monde y a accès. Puis après, j'étais là, ouais, mais en fait, nous, on a déjà eu de la peine à faire passer l'idée du compte Instagram en réu, puisque les gens, ils avaient super peur. Parce qu'à l'époque, à la mondiale, personne n'avait de smartphone. C'était très, très underground. Mais du coup, il y a un peu... Là, moi, pour le moment, comme je vois le truc, c'est un peu sur le numérique. Mais c'est en pleine réflexion, et c'est encore un petit fœtus de... C'est méga intéressant au final ce que tu dis, c'est que ça a aussi mis une pression telle que c'est devenu méga compliqué aussi pour toi de continuer à suivre, quoi, parce que tu as voulu aussi voir ça de manière méga step up et tout. Il y a un truc de viabilité. Pour nous, la mondiale, on n'est pas subventionné. Elle s'autofinançait. Tout cela repose sur le fait que la première facture de l'imprimeur nous est jamais parvenue. Vraiment. Ça, c'est le... Je sais pas quelle chance. Cadeau. Vraiment, on n'a jamais J'espère dû... qu'il écoute pas la mission. J'espère aussi. Non, mais en vrai, je pense que c'est un geste tacite où il a eu de la peine un peu pour nous. Vraiment. Mais toute l'économie de la mondiale repose sur le fait qu'on n'a jamais reçu cette facture. Et du coup, je sais pas comment elle est encore là. Mais là, les caisses s'épuisent. Et en fait, tu te dis, ah ouais, mais si je veux continuer à faire des belles éditions et tout, moi, ça me tient à cœur de défrayer la personne qui fait le graphisme. Parce que c'est du taf de ouf. Ça me tient à cœur. Et pour moi-même et pour la revue, en fait, d'organiser des vernissages. Parce que c'est là où tu fais le plus de thunes, en vrai. Je crois, j'avais calculé, c'était genre 2/3... des revenus d'une parution ont été faits pendant le vernissage. Ouais. Et puis, en fait, si tu n'organises pas de vernissage, ta revue, elle vit pas. Et du coup, il faut payer des artistes, et du coup, il faut louer des endroits, et du coup, en fait, tu as des frais qui s'accumulent, puis tout ça, c'était autofinancé, puis en fait, t'es là, mais le papier, je vais jamais y survivre, c'est pas possible. Ouais, du coup, d'où le numérique. Ouais. Et c'est aussi tout un méga taf en plus, ces événements, et du coup, je voulais aussi vous poser la question par rapport à ça, parce que j'ai l'impression que, comme tu le dis très bien, Selma, que c'est vraiment devenu un peu une nécessité aussi aujourd'hui d'être quand même dans une sphère en lien avec le public direct. Tu l'évoquais aussi, Hélène, avant. Et puis, du coup, c'est quoi, comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous avez vraiment un peu... c'est un terme un peu nul, mais dire une stratégie par rapport aux événements. Est-ce qu'il y a vraiment des choses que vous faites automatiquement à chaque fois? Et est-ce qu'à côté, vous avez d'autres choses? Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que c'est aussi une volonté de vouloir faire des événements ou c'est plus une contrainte? Question. Moi, j'adore faire des vernissages. C'est vraiment la partie que je préfère organiser. Moi, je suis un peu comme Selma. En vrai, moi, j'adore le côté événementiel. C'est un truc qui me plaît beaucoup. Mais peut-être juste revenir sur l'aspect marketing. À Mettepalm, nous, on a un peu galéré. C'est-à-dire, nous, on se vend bien dans les événements féministes parce que en fait, on a
le branding name, c'est la Mm. revue féministe Veuvezan. Du coup, dans notre petit milieu militant Veuvezan, ça marche très bien. Et puis, on a un système d'abonnement qui fait qu'on a du revenu et on a des ventes, etc. On a été invité dans des salons. Enfin, tout dernièrement, on nous a invités dans un salon de la micro-édition critique et poétique à Genève qui s'appelle le Salon des Dispersés. D'ailleurs, c'était super. Merci C'était si super. vous nous écoutez. Ouais. Et voilà. Mais c'est vrai que nous, on avait aussi la question de l'argent sale. Où est-ce qu'on trouve notre argent? Ça avait animé des discussions dans le collectif à l'époque. Puis maintenant, on a admis que pour les événements, on demandait un subventionnement à la ville de Vevey. Après, pour l'impression, de toute façon, ils ne subventionnent pas vraiment l'impression de revue. En Suisse, ça ne se fait pas, en fait. Même Jean Michalski ou les organismes spécialisés, à part si c'est vraiment des revues qui se vendent comme des revues littéraires, il n'y a pas moyen. Et comme nous, on a ce format un peu poético-politique, on rentre dans aucune de leurs cases. Ouais. Voilà, je pense que c'est un peu le cas de toutes nos Ouais, on va nos revenir revues. dessus après, Voilà. je pense, parce qu'il y a vraiment de quoi faire toute une émission Ah ouais, limite, complètement. là-dessus aussi. Mais du coup, c'est vrai que nous, on compte beaucoup sur le bouche à oreille et puis on a nos revues dans des lieux comme ici, dans des bars à Vevey, et on compte beaucoup sur la pub sur Insta, enfin ce qu'on poste, etc. Mais Ouais. Est-ce que tu vois ou est-ce que tu sens aussi ce rapport à l'événementiel en termes de vente, comme on l'évoquait aussi? oui, les vernissages, ça marche bien. Après, ça coûte cher aussi, donc il faut bien doser. Surtout que nous, on a un peu eu ce souci. En fait, nous, on se rémunère pas du tout et on rémunère ni notre graphiste qui est dans le collectif. En fait, les membres du collectif sont pas rémunérés, ni nos illustratrices qui sont dans le collectif, et même des personnes extérieures, elles sont souvent bénévoles. Du coup, les seuls frais qu'on a pour les vernissages, c'est pour les groupes. Et ça a posé question récemment parce qu'on se disait c'est complètement injuste si on demande à des illustratrices à l'extérieur, mais on n'a juste pas d'argent. Du coup, on a dû faire des choix et on s'est dit qu'on rémunérait mieux l'événementiel, entre guillemets, enfin, on défrait nos groupes, quoi. Mais oui, je dirais que c'est ce qui rapporte le mieux, c'est ce qui crée le plus de visibilité. Après, ça fait peur. Quand on a organisé notre vernissage au RKC, on était juste terrifiés, on était là, peut-être il n'y aura personne. Parce que c'est pas attractif comme un concert. Ouais. Enfin, il y a vraiment ce truc, c'est une chose en papier. Et je suis pas sûre, moi je suis toujours émerveillée de voir des gens qui se déplacent pour voir une chose en papier. Moi je le ferais, je sais que vous aussi, mais il y a tellement de gens que je me dis ça va pas le faire. Ouais, c'est toujours un gros challenge, quoi. Après, il y a ce côté aussi, justement, un peu transdisciplinaire où tu apportes autant une forme un peu live, mais aussi un truc aussi un peu support, papier, archive ou quoi, qui touche aussi à ça, quoi. Plus t'as de choses diverses à ton événement, plus ça devient intéressant, je pense. Ouais, nous, les vernissages, du coup, celui qu'on va faire à Payot, là, ce sera le premier, en vrai. Et puis, on a la chance d'avoir l'équipe de Payot qui est là pour un peu organiser ça, parce que c'est dans leurs locaux, donc voilà. Mais sinon, toutes les participations qu'on a faites à des pop-up, c'était toujours... même si en termes de vente, c'était pas forcément autant que d'autres objets, parce qu'effectivement, je pense que... Je sais pas si c'est un désintéressement du papier, du livre, je crois pas. Enfin, je sais pas en fait. Mais en tout cas, nous, c'était pas la ruée vers la chose carrée à chaque fois. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est que les personnes qui ont acheté les numéros et qui les achètent, c'est des personnes qui effectivement s'intéressent vraiment à ça. Ils sont vraiment touchés par ça et du coup là, ça fait sens. Et puis, ça rejoint cet aspect de vraiment rencontrer les gens, leur parler, etc. Et du coup, pour ça, on est très contente. Après, on n'a pas une expérience telle en vernissage ou en événementiel, non. Pour l'instant. Pour l'instant. Attention, on va venir retourner Payot Neuchâtel le 1er juin. Exactement. Venez. Trop bien. Et puis, Selma, je sais pas si tu voulais encore aussi ajouter quelque chose par rapport à ce point aux événements aussi. Non, j'ai un peu tout dit. Enfin, non, c'est toujours... Vous mettez pas, j'ai l'impression que vous avez pris beaucoup de risques quand vous avez fait ce vernissage au RKC, parce que je vois comment ça fonctionne, les coprods au RKC, mais je me demande d'ailleurs comment l'état des choses fait, avec Frisson, mais nous, on s'est toujours arrangé pour faire... Alors, on a 4 vernissages à notre actif. On a le premier, c'était à Lausanne, dans le café que, du coup... les gens du collectif avaient ouvert. Deuxième vernissage, Genève à Duplex, qui est un atelier d'artistes assez cool et underground. On n'avait pas trop à payer quoi que ce soit. Troisième vernissage à la Coutellerie à Fribourg, où c'est un peu en mode prix libre, flex.
Et puis, 4e vernissage, c'est une blague du 1er avril, il n'y a pas eu de 4e vernissage, mais en principe, c'était dans une cabane de pêcheurs à Neuchâtel, donc c'est un peu... Voilà. Mais du coup, on s'est toujours arrangé pour que ça nous coûte le moins possible, puis pour payer les groupes un minimum, puis juste être un peu respectueux, mais leur dire que c'est la Hesse. Ouais. Après, au niveau des frais, je pense un truc qui nous retient aussi, c'est effectivement de se dire, ok, enfin, en tout cas, dans mon cas, ouais, d'avoir ce truc, on ne sait pas combien de personnes vont venir, on ne sait pas quelle quantité de nourriture ou de boissons prévoir, etc. Donc, c'est vrai qu'avoir des gros frais d'un coup pour un rendu qu'on ne sait pas si on va rentrer dans nos frais, ça met un peu la pression, effectivement. Ouais. Ouais, on était vertes avant le vernissage de peur avec Chloé. Mais par contre, ce qui a fonctionné, c'est que la ville nous a subventionné quand même la salle. Donc en soi, on n'avait pas une si grosse... Et ce qui a été le gros enjeu, je crois, c'est que nous, on est très bien suivis par le milieu militant veuvaisan. On a quand même... Vevey, c'est une ville très communautaire qui fait que ça marche assez bien. Mais tout l'enjeu, pour nous, c'est de nous exporter un petit peu là, de juste Vevey, donc Lausanne, Fribourg, enfin... Neuchâtel, ce serait cool, mais on connaît personne là-bas. Okay. Mais voilà, du coup, il y a vraiment un peu ce truc où on a pris des risques aussi parce que, comme on avait eu 1 an d'inactivité, mais quand même des abonnements qui étaient rentrés, on voulait aussi repayer un peu les gens qui avaient acheté parce que, en fait, comme on avait pris 1 an pour gérer nos problèmes de cœur, il fallait bien qu'on se remanifeste. Et au final, la prise de risque a payé, mais c'est vrai que c'était... Là, on va pas refaire, on a prévu un vernissage, mais ça va être plus tranquille dans un bar à Vevey et ça va être beaucoup plus chou parce que aussi on n'a juste pas l'énergie de planifier un catering et de grouper une perfo et une soirée après, quoi. Ouais, c'est encore tout un autre aspect du boulot, quoi. Ouais. Mais peut-être pour éclairer Selma par rapport à comment on fonctionne avec État des choses, on a aussi la chance de ouf d'être en très bonne relation avec un peu les salles ou les endroits où on a fait des choses jusqu'à maintenant. On offre aussi en fait à la fin du magazine aussi à nos partenaires un petit peu, si on peut dire comme ça, même s'il n'y a pas vraiment de conditions pour être partenaire ou c'est juste un peu les potes ou les gens qu'on aime bien. Du coup on leur offre une page de publicité et du coup c'est un peu un échange de bons procédés aussi, et puis à Fribourg ça se fait aussi pas mal suivant comment dans les salles, s'ils ont assez confiance aussi un peu en toi, de dire voilà, tu payes rien pour ta soirée, mais tu gagnes rien non plus. Donc en fait tu fais un peu la prog et puis c'est le lieu qui prend les risques mais qui prend aussi les recettes s'il y en a, quoi. Dans notre cas, c'était souvent plutôt des pertes que des recettes, malheureusement, mais parce qu'on a fait souvent aussi des choses qui coûtaient cher. Typiquement, le dernier vernissage, c'était sur tout un week-end. Donc déjà, rien qu'en termes de personnel pour être là, pour ouvrir la salle et tout, c'est un peu compliqué. Ouais, on a fait un peu une expo et tout. Donc après, il y a aussi toute la mise en place et tout qui a coûté monstre cher. Mais c'était super et ils ont bien aimé, je crois. On a essayé de voir un peu le truc comme ça jusqu'à maintenant et puis ça fonctionne, mais c'est clairement toujours aussi un gros taf. Et après, dans notre comité, il y a aussi 2-3 personnes qui sont plus axées directement événementielles. Et puis depuis le début, on a aussi directement vraiment intégré ça aussi. On fait même d'autres événements qui sont pas liés à des sorties. Donc on fidélise aussi un peu un public autour de dire voilà, État des choses, c'est aussi la teuf, c'est aussi mais des teufs qui se veulent justement aussi vraiment multidisciplinaires, quoi. Donc ça marche bien parce qu'on a aussi des gens, on sait qui viennent un peu pour ça. Et moi j'avais déjà aussi le background, un peu l'expérience aussi avant de commencer État des choses, d'avoir déjà organisé un peu des événements, des trucs qui a aussi beaucoup aidé pour mettre ça en place, quoi. Ouais. Voilà. Pour revenir un petit peu, puis finir un peu sur l'aspect de la communication, parce qu'on en parlait aussi avant, c'est très intéressant. Aussi un peu le lien, je trouve, entre nos revues qui sont justement des formats papier, qui se veulent justement objets, et au contraire, un peu, si on peut dire, du digital. Mais c'est très drôle de voir qu'au final, on a quand même cette nécessité, je crois, d'être sur les réseaux, d'être présent, d'être actif et d'intégrer quand même aussi un peu cette sphère digitale. Je ne sais pas si vous avez aussi des commentaires par rapport à ça. Comment est-ce que vous, dans vos collectifs, vous voyez un peu ce rapport-là? Et est-ce que ça vous fait chier? En vrai, moi, ça me fait trop pas chier parce que je crois que c'est la manière intelligente et
et belle et authentique que j'ai à utiliser, d'utiliser les réseaux qu'on a à travers ce projet. Donc, c'est pas un truc du moi, C'est clair. mes petits selfies, ma petite vie, etc. Et du coup, pour moi, ça fait clairement sens. Et en vérité, vu les échos qu'on a eus aussi, c'est là qu'on a réussi à le mieux comprendre que telle personne était très touchée par telle plume, une autre par une autre. Et bon, nous, on a la chance, même si certaines personnes n'ont pas envie que leur visage apparaisse directement, moi, je fais des lectures sur Instagram parce que c'est mon kiff et puis personne y est forcé et pour l'instant, les autres le font pas parce qu'elles se sentent pas appelées à ça. Mais sinon, une volonté de partager justement les textes. Et puis après, en vérité, on a plus d'abonnés à la page Insta qu'en réalité. Donc non, c'est des partages qui sont très beaux avec des gens... Enfin voilà, des fois qui viennent de la Réunion ou qui viennent, enfin toute la francophonie, mais qui peuvent être bien ailleurs. Et ça, c'est magnifique, c'est une chance, moi je trouve. Et c'est vraiment, comme dit, vraiment la manière intelligente d'utiliser les réseaux, je crois. Très bien vu. Donc pour ça, c'est créatif et c'est beau. Après, la seule chose, c'est qu'effectivement, c'est un métier à part entière. Aussi, ça prend énormément de temps. Il faut toujours penser à est-ce que ça va avec l'image globale, est-ce que la personne qui a écrit le texte est OK avec cette mise en page. OK, oui, t'es OK, non. Donc oui, ce travail-là, juste de faire, il est énorme. Mais par contre, je suis très contente que ça existe et puis qu'on puisse se relier, se connecter comme ça. Pour ça, on a de la chance, je pense, vraiment. Ouais, ça aide aussi, quoi, dans le sens où je pense que c'est ça aussi qui permet un peu à nos revues simplement d'être connues, de vivre aussi un petit peu dans... Mais complètement, ouais, puis que les gens sachent aussi ce qu'on fait, quoi. Ouais. C'est une chance qu'on a que si on était né il y a 20 ans, avant la date où on est né... on aurait été dans les rues comme ça, tiens. Ça aurait été un peu plus complexe, quoi. Peut-être on se serait jamais rencontrés, nous tous Mais ici aussi, à part ça. Ça veut Moi, de Instagram, je trouve que c'est merveilleux, mais ça me fatigue aussi parce que maintenant, quand je vais sur Instagram, j'ai l'impression de travailler, de tisser mon petit réseau comme ça, en tricotant et en regardant qui est qui par rapport à quelle institution, de quoi, comment. Ouais. C'est trop bien, ça te permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble. Moi, avec Mathilde, pour la toute dernière édition, on avait... penser toute une stratégie de com avec des visuels, des gifs, du son et tout, et c'était trop amusant à faire pour moi, surtout quand je voyais le résultat. Peut-être qu'elle s'est un peu crevé la tâche, mais moi j'étais hyper enthousiaste et puis c'était hyper agréable d'avoir un... C'est le 21e siècle. C'était hyper agréable d'avoir un beau Instagram. Mais c'est trop cool. Super satisfaisant. Quoi. Puis tu vois, je sais pas, ça te donne vraiment de la visibilité. Ça fonctionne en fait. Ouais, quand même. Oui, en vrai, je suis d'accord, ça fonctionne très bien. Moi, le GT réseaux sociaux fait un méga chouette taf auquel je participe pas du tout parce que moi, je suis plus du côté des textes et moins du côté des images aussi, enfin moins du côté des visus. Mais nous, la grande question qu'on se pose en ce moment, c'est est-ce qu'on doit faire un site internet? Et aussi parce qu'on trouve, mais alors ça, je sais pas, peut-être c'est nous, mais on trouve que ça fait pas sérieux quand on contacte des gens d'avoir juste un Instagram de linké. Et du coup, on s'est dit on aimerait bien, on a des personnes qui ont ces compétences dans le collectif, mais du coup, c'est aussi des frais en plus parce qu'on aimerait quand même, pour le coup, les rémunérer parce que c'est un gros travail. On aimerait bien faire un site internet pour aussi pouvoir publier peut-être des trucs plus d'actualité et réagir à l'actualité parce qu'on avait quand même ce côté un peu féministe. On avait fait des billets sur l'évacuation d'Espace 43, enfin, d'un de leurs premiers lieux. On avait tenté, mais en fait, comme on sort tous les 6 mois un truc, on peut pas garder l'aspect totalement actuel. Ouais. Et du coup, on voulait faire des billets sur Instagram un temps, mais c'était trop compliqué. Il faut relire, il faut faire valider. Comme tu dis, en fait, il y a quelque chose de très laborieux aussi dans l'utilisation de la plateforme. Pareil, nous, on a des images des fois avec de la nudité, donc les personnes qui travaillent avec Instagram sont obligées de modifier les images. Il y a quand même quelque chose d'assez contraignant, même si nous, c'est évidemment là que s'est construit notre base de followers, clairement. On n'est pas sur aucun autre réseau, je crois. Mais à part peut-être Facebook pour les événements, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même à la fois génial et à la fois une super grande contrainte. Et je vois l'épuisement des personnes qui doivent s'occuper de poster et tout. Ouais.
Mais comme tu dis, je trouve il y a vraiment ce truc de, ok, le texte, quelle taille, ok, cette taille ça joue, est-ce que je mets des notes de bas de page, mais c'est plus petit, mais voilà. Oui. Le contenu est encore différent de la version papier chez nous aussi, on met aussi des trucs un peu exclusifs comme ça, mais c'est vrai qu'il y a tellement à penser, c'est incroyable. Ouais, moi, ça me fatigue en tout cas. S'il y a des personnes qui aimeraient vraiment s'occuper du community management un peu chez État des choses, n'hésitez pas à m'écrire, s'il vous plaît. Non, c'est clair. Et puis, par rapport à tout cet aspect de communication aussi, je ne sais pas s'il y a d'autres thématiques que vous aimeriez aborder aussi dans l'idée de la com un peu en général, mais celle que moi je voulais voir avec vous un petit peu et qui me touche aussi, c'est que au final, les revues qu'on fait, c'est quand même une forme de presse, techniquement. Plus ou moins dans l'actualité, selon, hein. Mais il y a quand même ce côté-là. Et du coup, ma question, c'est quel est votre rapport à la presse traditionnelle, disons, la presse de droite, disons. Non, mais dans le sens simplement pour dire, voilà, je crois qu'il y a chacune de vos revues qui a déjà eu, en tout cas, une apparition dans les médias publics un petit peu, que ça soit papier ou radio, hein. Et puis, je voulais voir un peu comment vous voyez cet aspect-là. Est-ce que vous avez senti une forme un peu de compétition par rapport à ces médias traditionnels, ou est-ce que vous avez été bien reçu par ces médias, ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un peu de gatekeeping carrément, dans le sens où peut-être que eux perçoivent une compétition ou autre, je ne sais pas. Franchement, compétition, moi pas, parce que puis je parle pour tout le monde en fait, parce que c'est enfin pour tout le monde de la chose carrée, parce que c'est on n'est ni à RTS, ni à Arc Info, ni en termes d'envergure, ne serait-ce que, et on n'a pas du tout les mêmes objectifs, donc non, on ne se sent pas du tout en compétition avec. Réception, moi j'en ai juste parlé à la radio dernièrement avec Émilie Gasque qui a un podcast, et elle était très enthousiaste, voilà, mais en dehors de ça, on n'a pas reçu plus d'écho que ça. À part de personnes qui bossent à la culture ou quoi à l'État et qui sont effectivement enthousiastes aussi. Après, enthousiasme, ça veut pas forcément dire oui, on va vous financer. Nous, on n'est pas encore dans la culture, financés. ils sont spécialistes pour toujours dire que c'est super. Voilà, c'est bien, continuer, mais faites comme vous pouvez un peu. Mais je sais pas, qu'est-ce que je peux ajouter? C'est drôle aussi parce que tu as aussi un background un peu dans la presse. Et puis tu t'es aussi un peu positionné en tant que je veux faire ce que je fais parce que j'en ai marre de cette presse traditionnelle. Ouais, mais en fait c'était drôle. aussi ça, se saisir de sujets, mais pas forcément d'actualité, parce que moi je pense que ce qui nous habite vraiment profondément n'a rien à voir avec l'actualité, ou que l'actualité finalement dans ce qui nous touche là-dedans, c'est des choses qui sont beaucoup plus profondes et puis un peu intemporelles en fait. Ouais. Donc là c'est plutôt comment on les aborde, mais d'une manière intime, et puis comment parler aux gens à travers l'intime d'une manière un peu globale, comment ils font pour comme dans n'importe quelle littérature, où je sais pas, j'ai lu Jeanne Benhammer qui écrit des fictions qui sont sur des sujets qui me touchent, mais les histoires me touchent pas personnellement, c'est pas les mêmes sujets, c'est pas voilà. Mais c'est à travers ça qu'on touche, donc c'est différent de ce qui se fait dans la presse complètement, et du coup en ça on peut pas entrer en compétition. Par contre, quelle place est faite par la politique, par la culture pour ce genre de projet indépendant, ça c'est une vraie question qui finalement, enfin c'est de ce côté-là en fait que moi je me sens plus en compétition. Je me sens mise en compétition avec d'autres projets indépendants, alors que c'est même pas notre volonté commune. Et ça c'est quelque chose qui est de toute façon lié à on a tant d'argent à donner et on le donne à tel projet avec je sais pas quel prisme de petits chèques, mais voilà, des trucs économiques quand même, quoi. Donc Ok. Et t'as pas eu l'impression, justement, de dire, il n'y a pas eu beaucoup de presse non plus, parce que, en termes d'écho médiatique, est-ce que t'as été presque un peu déçu, ou ça va? Ou tu t'en fous? Je m'en fous. Et puis, en vrai, c'est pas vrai. Ça me ferait trop plaisir, évidemment, tu vois, qu'un ou une journaliste vienne et puis me dise, la chose carrée, j'ai envie d'en parler, de faire un papier dessus. Bien sûr, évidemment, ce serait une place géniale. Et puis évidemment qu'on dirait pas non à ça.
Mais de nouveau, le journalisme, c'est quelque chose d'actuel. Nous, on n'est pas sur ces sujets-là. Et puis, c'est pas de la littérature. C'est vraiment ça aussi. C'est pas... Ouais, c'est ça, quoi. Si je voulais une place vraiment, et puis que je me disais, ah là, ce serait plutôt dans des maisons d'édition, qu'elles nous fassent une place, Enfin, voilà, mais la D'accord, presse en ouais. tant que telle, non. Ouais. Voilà. Ok, trop bien, merci. Ouais, moi je suis assez d'accord. Il n'y a pas de rivalité entre les médias classiques et puis nous. Bon, surtout la mondiale qui a rien de officiellement politique, qui promeut pas. Enfin, non, c'est pas vrai. Qui promeut l'inclusivité, mais qui le revendique nulle part dans un slogan ou comme dans La Chose Carrée ou Mettez Palme, qui est résolument féministe ou inclusif. J'espère que je dis tout bien. Du coup, nous, c'est un peu... Comme moi, je le perçois, c'est vraiment un peu un support pour l'expression artistique et je me sens pas en concurrence parce que j'ai l'impression que... Bah déjà, on n'est pas très ancré sur un canton, on est un peu hyper vague, puis du coup, il y a un truc où notre terrain vague, ben, il est un peu vague, puis il n'y a pas trop d'autres gens... Enfin, je connais pas quelqu'un qui a le même but que nous, du coup, ça... Puis même, en fait, ce serait OK, et je sais pas. Mais comment est-ce qu'on a été reçus par les médias On a été, il y a un an, ça a fait un an, on était sur Couleur 3, dans le Freak Show. Ils nous avaient invités pour nous poser des questions, et puis c'était cool. Mais je me souviens qu'il y a un journaliste qui nous avait fait une vanne un peu en mode mais du coup la mondiale on peut un peu la trouver dans les poubelles quoi. Puis j'étais un peu là mais ça va pas, on est en live. Et puis je pense que c'est un peu dû aux fautes d'orthographe où ça reste du coup un truc un peu enfantin et pas trop pris au sérieux. Puis c'est dommage parce que c'est pas, enfin il y a quand même du taf derrière. Je suis un peu là-bas, tu respectes le truc quoi. Enfin c'est fatigant pour nous tous. Ouais, quand même, quoi. Mais sinon, non, C'est pas de gros scandales avec la presse. Pas de scandale, encore. Pas encore. Ouais, moi, je me retrouve sur la question de l'absence de rivalité. Parce que, aussi, bêtement, nous, on a commencé ça parce que précisément, il n'y avait pas de magazine féministe roman. Ou en tout cas, pas qu'on connaisse, ou pas, voilà. Et après, je crois que nous, on a, à l'image des personnes qui sont dans la revue, on a un peu surcompensé de base. Donc, on a voulu sortir un objet qui était déjà genre très pro, je veux dire au sens qui jouait dans les règles de la presse traditionnelle. Et du coup, pour pas qu'on nous reproche quoi que ce soit, en fait. Et je pense qu'il y avait vraiment peut-être un truc, mais même peut-être assez de ce truc du sexisme intériorisé où tu surcompenses pour avoir l'air... parce que tu pars du principe qu'on va te considérer de manière inférieure, d'autant plus qu'on est, comme tu dis, résolument féministe et qu'on on s'affiche comme tel. Nous, on sait on a l'impression, moi, des fois, je parle pas pour toute la revue, mais j'ai l'impression que le fait qu'on a une orientation politique marquée nous empêche d'être subventionnés par des villes. Même si on essaye de dire, bah voilà, on est quand même un magazine féministe, mais on est un magazine qui s'adresse à tout le monde, on n'est pas non plus... c'est pas des trucs de niche, quoi. Mais c'est un féminisme très spécifique qui est aussi très critique du système capitaliste et évidemment, je suis pas sûre que ça passe chez tout le monde. Ouais. Nous, on a eu une petite couverture médiatique avec le Courrier. Après, moi, je travaille aussi pour le Courrier. Enfin, je fais des piges pour la scène. Du coup, évidemment, j'avais un peu un accès privilégié à ça et le Courrier. Mais même avant ça, en fait, le Courrier nous avait suivis pour notre premier numéro. Ouais. Et voilà. Pour en avoir un peu discuté, pour avoir vu un peu comment le Courrier fonctionne, je pense pas du tout qu'il y aurait un rapport de rivalité, mais on est par contre dans un rapport de rivalité causé par la pénurie d'argent. C'est ça, ouais. C'est ce que tu disais, c'est-à-dire ça nous met en concurrence, c'est un truc qu'on veut pas, qu'on le veuille ou non. Ouais. Et ça, pour moi, il y a un truc qui est hyper problématique et que, comme tu dis, les maisons d'édition, la subventionnement de la presse, on veut rester indépendant, on veut pas qu'on nous dicte les contenus qu'on publie, mais du coup, où est-ce qu'on trouve l'argent ? Ça, c'est quelque chose qui est compliqué, je trouve.
Venons-en sur ce point du financement. Ouais. Sam. Ouais, bah, je crois que c'est un peu la galère pour tout le monde et qu'on partage un peu tout ça. Et comme tu l'as bien dit avant, en Suisse romande, en général, en tout cas, la norme, c'est de dire que on peut subventionner une parution qui est unique, qui vient d'une maison d'édition professionnelle, et il y a des cadres plus ou moins stricts par rapport à ça. Mais pour tout ce qui est périodique, justement, ces subventionnements-là ne s'appliquent pas. Donc on est un peu dans la mouise, quoi. Heureusement qu'on fait des événements pour quand même des fois toucher quelque chose, hein, mais c'est un peu dommage parce que du coup on transforme un peu aussi nos activités fondamentales, ou bien bah justement c'est bizarre parce que le travail principal qu'on fait n'est pas rémunéré, mais on peut rémunérer des choses et des personnes qui viennent à une occasion un peu unique comme ça. Ouais. Et voilà, il y a la question après des subventionnements annuels qui sont possibles dans la plupart des villes ou des cantons, mais qui sont super durs aussi à toucher, et surtout pour une organisation où il y a plein de personnes qui viennent, je crois, de milieux différents, qui viennent de... Ouais, où il y a... Enfin, ça reste un travail bénévole qu'on professionnalise, je crois, toutes et tous, ou qu'on a envie en tout cas de... Enfin, t'en as aussi parlé, hein, de cet aspect de paraître quand même... Enfin, à la hauteur, c'est peut-être pas le terme, mais de dire que voilà, c'est quand même un truc pro, ça vaut quand même quelque chose, et que le taf derrière est aussi pro, quoi. Et du coup, ben, c'est complexe, quoi. Et est-ce que vous avez trouvé quelques parades à ça, ou comment est-ce que bah, du coup votre revue tourne actuellement? Est-ce que les ventes suffisent? Est-ce que vous avez dû vous-même de votre poche aussi un peu, bah, tu l'avais évoqué Val aussi un peu avant, mettre des sous? Ou est-ce que vous avez des heureux deals avec des imprimeurs sympas qui vous envoient pas de facture ou d'autres choses, quoi? Enfin, est-ce qu'il y a aussi un peu un autre... ou bien comment est-ce que vous voyez peut-être la chose aussi par rapport à ça, à ce financement? Qu'est-ce qu'on pourrait changer aussi? Enfin, je pense que c'est assez simple, quoi, de peut-être pas... Enfin, cette loi par rapport au... Enfin, cette directive par rapport au périodique, je pense qu'elle est née du fait que on veut pas subventionner des journaux qui sortent tous les jours ou autres, quoi. Mais quand il s'agit d'un contenu purement culturel ou artistique, ce qui est en général notre cas, hein, en tout cas, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit? Et puis c'est tellement difficile en tout cas moi c'est ça que j'ai ressenti, de pas rentrer dans une case. Il faut rentrer dans la petite case très précise. T'es en littérature, ok, alors tu fais que pour la littérature, mais nous en l'occurrence on a envie on aimerait, pour l'instant on peut pas, on aimerait pouvoir rémunérer les artistes qui viennent illustrer les numéros, et en fait c'est une impossibilité parce que du coup ça tombe dans un projet interdisciplinaire, et puis interdisciplinarité, pas facilement rémunérés. Et donc, pour l'instant, c'est vraiment avec les abonnements, grâce aux abonnements, on arrive à tourner. Après, un petit investissement de Romane, merci. Mais depuis une année et demie, on arrive à tourner uniquement avec les abonnements, mais pour les impressions. Et ça, c'est justement parce qu'on ne fait pas de vernissage ou de choses qui nous coûtent plus que ça. Et là, en l'occurrence, si on faisait ça, il faudrait qu'on mette de notre poche, ou qu'on ait des investissements justement ponctuels. Après, le truc, c'est que moi, j'ai fait le dossier de demande. Franchement, ça prend des heures et des heures. Il faut adapter à aussi chaque institution. Il y a des vocabulaires qui touchent plus certaines sensibilités que d'autres. Donc, il faut tout penser à ça. Il faut faire des lettres de motivation précises. Le taf que c'est, enfin moi je nous verrais pas faire ça, vu les implications possibles de chacune, je nous verrais pas faire ça pour chaque événement, chaque numéro, demander bah voilà, là on a besoin pour les artistes et tout. Enfin voilà, moi en début d'année j'ai vécu vraiment ce découragement des non, ah votre projet il est trop bien, mais non, ah votre projet il est vraiment trop cool, mais non quand même, soit c'est pas assez grand, soit justement ça rentre pas dans la bonne petite case, et du coup c'est assez frustrant, et puis c'est quelque chose qui finalement nous empêche d'avoir l'espace pour continuer à créer et avoir d'autres idées aussi, faut pas se mentir, hein. Enfin, je suis un peu fâchée en ce moment. On sent un peu, ouais, mais c'est très bien. Nous, on n'a jamais demandé de subvention parce qu'il y a des conflits au sein du collectif à propos de ce sujet. Mais moi, je continue de croire que j'aimerais bien être subventionnée parce que déjà, un des principes de la mondiale, c'est qu'elle soit prix libre, donc accessible à tous. Et moi, je pense qu'en fait, si on était subventionné, on pourrait juste la filer gratos, et que ça ouvrirait l'accessibilité.
Où est-ce que je vais avec ça? Les thunes. Ben ouais, du coup, comme je disais tout à l'heure, on s'autofinance depuis un moment. Là, je sais que les caisses sont pas très joyeuses. Je sais pas comment on va faire pour l'édition qui vient. J'ai déjà le dernier vernissage, je crois que j'ai dû avancer 300 balles pour payer les artistes. Puis j'étais un peu là, bon, bah j'espère que le vernissage va ramener assez de sous pour me rembourser. Heureusement, oui. Mais c'est très dommage parce qu'en fait, moi je trouve que il y a un truc avec ces objets en papier où en fait, une fois que c'est imprimé, enfin souvent déjà c'est un objet qui suscite de l'intérêt. Du coup, il y a des gens qui sont là genre ah mais qui c'est qui écrit, comment c'est quoi les conditions pour être publié, blablabla. En fait, c'est que des gens qui ont trop envie de participer à des trucs puis qui ont peut-être pas l'énergie, pas les connaissances, qui viennent pas forcément d'ici, qui ont pas enfin de monter un truc comme ça. Et en fait, tu t'allies avec eux, puis du coup, tu les publies, puis il y a un moment où ils voient leur truc imprimé en série de 200 sur du joli papier, avec une jolie mise en page, puis ils sont en mode « Ouah, trop stylé !» Puis ça leur donne méga confiance en ce qu'ils écrivent, ça donne du poids à leur plume, ou ça donne du poids à leur vision de la life. Et en fait, c'est un hyper beau projet. En fait, toutes ces réflexions, au bout d'un moment, j'étais là, en fait, faut que je fasse des demandes de sub sociales. Genre, c'est pas possible. Ouais. Puis ouais, comme tu dis, en fait, c'est transdisciplinaire, et puis en même temps, ben, les enveloppes pour le transdisciplinaire, elles sont aussi grosses que les enveloppes pour la musique, sauf que dans le transdisciplinaire, t'as la performance qui rentre en compte, t'as des trucs... Enfin, en fait, du coup, les enveloppes de subvention, elles sont pas du tout... ça marche pas. Du coup, t'es un peu là, bon... Ben, on va rester punk, puis... C'est ça, ouais. on va Voilà. arrêter de... Enfin, on va continuer à trop travailler. Voilà. Ouais, je partage le ras-le-bol. Subvention, on a fait les subventions aussi cette année. On a demandé une subvention annuelle du coup à la ville de Vevey, en se disant que les villes préfèrent ça. Mais bon, nous on a le problème que si par miracle ils nous acceptaient une fois puis qu'on demandait à pérenniser au bout d'un moment cette subvention, on peut être sûr que tout le bloc de la droite ferait opposition parce qu'on est une revue Ouais, bien sûr, féministe. ouais. Et donc là, en fait, notre choix militant, notre choix revue militante, il fait qu'on pourra probablement pas... En fait, on est dans une espèce de zone grise. Mhm. Et ça, c'est très embêtant, d'autant plus que comme la mondiale, on a peut-être toi aussi, enfin, on a cette politique de prix libre, où du coup, on a un prix de production qui est indiqué sur chaque numéro, Ouais. et puis on conseille un prix normal et un prix de soutien, mais c'est vraiment prix libre. Et ça nous tient à cœur. Et là, pour le moment, bah, avec les abonnements, un peu d'argent qu'on a eu de subvention, les revenus du vernissage, on a tourné jusque-là, mais là, ça commence gentiment à plus marcher. Ouais. Enfin, c'est-à-dire, il va nous falloir de nouvelles rentrées d'argent. Et si la ville nous répond non, et puis en fait, les petits formulaires de la loterie romande, parce que ça aussi, c'était la grande question, est-ce que c'est de l'argent sale ? Qu'est-ce que c'est l'argent propre, en fait ? Où est-ce qu'on demande de l'argent propre ? Est-ce que l'argent, c'est propre ? Non. Et du coup, on était très embêtés, et on s'est quand même dit que, bon, si c'était pour notre survie, on pouvait peut-être contacter la loterie romande, sauf que leur petit formulaire, en fait... Mais nous, on rentre dans rien, comme vous, quoi. Oui, puis en général, c'est aussi subsidiaire par rapport à l'apport du canton. C'est ça. Donc, il faut être un peu dans la grosse catégorie pour pouvoir espérer toucher quelque chose, quoi. Ouais. Avec État des choses, on a un peu une approche un peu nouvelle par rapport aussi à ces sous. Pour la prochaine, c'est d'essayer de faire un peu plutôt des précommandes. Comme ça, au moins, on sait combien on va en vendre. C'est aussi beaucoup plus de taf en amont, du taf de com, de marketing, parce qu'il faut clairement donner aussi envie aux gens d'acheter à l'avance, sans qu'ils l'aient dans les mains, sans qu'ils le voient. Il faut qu'ils aient confiance. Je crois qu'on est à une phase où on peut se le permettre, mais que c'est aussi pas donné et puis que c'est complexe. On n'a pas de formule d'abonnement parce que je sais pas si on va continuer, comment ça va se passer ou quoi. Et puis aussi, ce qui est compliqué, c'est qu'à chaque fois, on change vraiment la formule visuelle, papier, impression et tout de notre magazine. Donc on peut pas vraiment dire un abonnement, ça doit coûter tant pour que ça soit rentable de notre côté, quoi. On préfère le vendre un peu à l'unité. Ça fait revenir les gens aussi au vernissage et aux événements, ils sont obligés de passer pour le prendre. Donc c'est aussi une bonne chose, je crois. Et voilà. Mais ouais, c'est quand même aussi tout un débat. Je crois que c'est toujours... c'est talk aussi, je le dis à chaque fois quasiment, mais vu qu'on parle de culture et d'art, on revient toujours sur la question des sous. Et c'est aussi une forme, peut-être un peu pour moi, de militer pour plus de sous dans la culture, parce qu'au final, on rencontre plein de personnes qui partagent toujours les mêmes problèmes, peu importe les thèmes, les disciplines sur lesquelles on va discuter, ou quoi, c'est toujours qu'il n'y a pas de sous, et que c'est une galère, et que du coup, les gens soit donnent de leur poche, soit de leur énergie.
souvent les deux, et que du coup, ben, c'est complexe, quoi. Mais ouais. Alors même que en réalité, moi, on est des pros, quoi. Enfin, ce que j'ai appris là en 4 ans, et de mise en page, et de com, et de, entre guillemets, gestion d'équipe et tout, et puis qui est un truc qu'on partage les 8 d'ailleurs, hein. On participe tous à ça enfin il y a ça, on est aussi des professionnels en devenir et je sais que si je devais mettre sur un CV enfin voilà ces capacités-là et que je les présentais pour un job à la culture à la ville, elles vaudraient quelque chose quoi et ça j'aimerais qu'on le reconnaisse en dehors du système établi quoi. C'est vraiment le truc qui pour moi est important et sur lequel on n'a pas de retour je trouve. Ouais, bah ouais, c'est clair. Ouais, c'est grave aussi ce truc de... Ça vaut sur le CV, hein. Ça marche bien de Ah, dire c'est que clair, t'es, ouais. t'es dans des assos, mais par contre, donc on te reconnaît comme un pro quand même, d'une certaine manière, sauf qu'on refuse de te donner ce statut parce que bah, il faudrait te payer et là, ça serait très embêtant. Mais nous, c'est pour ça qu'on a choisi les abonnements, en fait. C'est pour avoir quand même une petite garantie d'argent et puis des gens qui vont nous suivre et qui vont nous recevoir, quoi qu'il en soit, 3 fois de suite, même s'ils détestent ou ils n'ont pas du tout apprécié. Dans les cas, ils sont sur nos fichiers et du coup, ça permet quand même de garder un peu un public. Complètement. C'est compliqué après, c'est beaucoup de travail, les abonnements. Il faut faire les envois chaque semaine, ça coûte les envois. Enfin bref, voilà. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de bonnes solutions. J'ai l'impression qu'on galère tous et toutes avec nos petits contacts aussi, nos petites manières de faire, je sais pas. On s'en sort en tout cas, c'est bien. On a déjà fait 1h30 de talk, mais j'avais juste encore envie de poser un peu... Enfin, on passait sur une autre thématique, mais plutôt par rapport à l'avenir. On n'a pas évoqué, mais c'est un peu sous-jacent aussi, un peu les valeurs de chacune de vos revues ou comme ça. Mais je voulais aussi vous demander un petit peu, ben voilà, pour vous, c'est quoi les enjeux pour le futur, pour vos revues? Est-ce qu'il y a des gros défis qui vous attendent? Bah, je crois qu'on en a aussi déjà évoqué certains, hein, bien sûr, mais un peu, bah, comment est-ce que vous voyez l'avenir? Où est-ce que vous voyez dans 5 ans? Et puis, sinon, est-ce que vous voulez déjà répondre à ça ou j'ajoute une sur-question? On rajoute rajoute une sur-question. Attends, t'es Ouais. prête? Vas-y. Je vais tout oublier sinon. Ouais, Alors, non, mais let's go. Let's go, Hélène. vas-y seulement. Mais en vrai, j'ai pas d'image pour dans 5 ans mentale comme ça. Moi, tout ce que j'espère, c'est que ça tienne, qu'on obtienne des financements, qu'on puisse rémunérer les artistes. Pour moi, c'est la base et ce que je veux vraiment. Et puis sinon, juste plus de collaboration de ce style, de rencontres réelles. Et puis, ce que j'espère depuis la base avec le projet, c'est qu'il y ait de la littérature qui fasse vibrer des cœurs, bouillonner des ventres et tout. Et parce que c'est de ça qu'on a besoin, vraiment, je pense, c'est de se raconter des histoires et puis de parler de choses très sérieuses, mais sans y ajouter la couche de lourdeur qui va avec de la fiction aussi. Et on a besoin de rêver, c'est ça qui va nous faire avancer. Donc c'est une énorme ambition, mais à nous tous, on va y arriver, quoi. C'est juste ça, quoi, que les gens se sensibilisent et puis s'éveillent à ça. Trop bien. Pour moi, le défi, il est vraiment à l'interne de... comme je disais tout à l'heure, on est tout le temps en train d'essayer de trouver, de perfectionner les méthodes de travail, puis à chaque fois, il y a un truc qui foire, parce que voilà, c'est normal, puis on n'a pas les moyens de bien faire, mais du coup, je pense que c'est vraiment un truc de réorganisation, d'agencement, je pense qu'on va vraiment se poser la question de la temporalité de production, parce que là, ça devient plus tenable, puis cette discussion... Bon, toi, t'assures avec 2 revues par mois, mais... Ouais, c'est énorme. Mais ouais, du coup, je crois que c'est trop, et puis... je crois que c'est ça le défi, c'est vraiment de trouver une méthode de travail efficace, agréable, respectueuse et efficace. Again. Qu'on se fasse plaisir, quoi, aussi, Voilà. quand même, en le faisant, hein, c'est l'essentiel. À fond. Ouais. Je te rejoins, je te rejoins là-dessus. Et puis d'un côté très pragmatique aussi, d'avoir aussi justement toutes ces personnes qui peuvent mettre de l'énergie, etc. en supplémentaire. Ça, complètement. Ouais, moi j'ai un peu rien à rajouter à ce que vous dites, dans le sens où je me reconnais à la fois dans la question des méthodes de travail, de comment on perfectionne ça, de comment on crée, comme tu disais, c'est politique en fait. Nos manières de travailler à l'interne, c'est politique. Et puis nous, on a quand même, enfin on va pas se mentir, on
on veut convertir en fait. On a une entreprise prosélyte là, avec une revue féministe. Bon. Et du coup, le but, il y a quand même un peu cette volonté d'émancipation de Vevey, non, j'allais dire, non, mais de sortir de Vevey, émanciper Vevey, mais Vevey, je pense, est assez émancipé, mais maintenant, sortir de Vevey et puis un peu aller voir ailleurs et pérenniser le projet, que ce soit en termes de subventionnement, de motivation, que le projet puisse survivre si toutes les individualités qui composent le collectif partent. Que le projet soit en tant que lui-même un projet qui pourrait tenir et que ce soit un esprit Mettez-Palm plus que vraiment des individus. C'est encore un peu chimérique, mais... Et je pense aussi que nous, on tend de plus en plus vers quelque chose de, comme je disais, poético-politique, qu'on voit que la fiction, et pas que le journalisme au sens traditionnel... ça nous permet, juste parce que les médias c'est tellement négatif, enfin, voilà. Donc il y a aussi ça, cet aspect de donner de l'espoir avec des fictions. Je me reconnais beaucoup là-dedans aussi, dans ce que tu dis. Voilà. C'est super, vous avez répondu à l'autre question que je voulais vous poser aussi un peu dans un sens, parce que je voulais vous demander un peu quel message vous avez aussi un peu par rapport à ça, par rapport à l'avenir. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il reste aussi un petit peu de ça, si ça venait à disparaître un peu, et je crois que vous l'avez évoqué quand même, et c'est super. Peut-être une dernière aussi pour la fin. Après, on regardera aussi un peu si vous avez encore peut-être une dernière question à poser aux autres, ou bien si vous aimeriez juste parler d'une dernière chose, ou bien s'il y a des questions dans le public présent ici ce soir. Ma dernière question pour vous, que conseilleriez-vous à des personnes qui se lancent dans des projets similaires? Voilà. Courage. Question bateau, mais... Oh non. Ouais, c'est super. Non. Vas-y, Selma, alors. Moi, je trouve qu'il en faut, mais vas-y. Ouais. Je sais pas, faut mettre de l'aplomb dans ses idées, faut se dire ça vaut la peine, faut y aller. C'est fatigant, mais ça vaut trop le coup. Exactement. Faut vraiment... La question la plus dure au début, c'est vraiment la question de la légitimité. De se dire, mais qu'est-ce que je fais? Je me prends pour qui? Non, faut y aller, et genre c'est trop beau de faire des trucs pareils. Puis en vrai, plus on sera, plus on pourra faire des syndicats, de la micro-édition et demander plus de subventions. Ouais, je me réjouis de la fondation du syndicat, en tout cas. D'autres conseils, messages pour les futures générations. La postérité. Et tenter aussi des trucs. Enfin, justement, derrière ce truc de légitimité, il y a souvent, je sais pas comment faire, mais en fait, si, tu sais. C'est sûr. Puis si tu sais pas, essaye. Et puis voilà, c'est ça. Et puis il y a plein de gens qui savent aussi. Ce truc d'intelligence collective, il marche bien, quoi. Ouais, moi c'est un peu ce que je dirais aussi. C'est en fait il y a plein de ressources. Inspirez-vous de ce qui existe déjà, ce qui ressemble à ce que vous aimeriez faire, et contactez ces gens, demandez-leur comment faire. Et il y a plein de ressources à dispo. Écrivez-nous. Je pense que vous serez aussi les premières à répondre aux questions. Et que c'est pas si complexe, et que le but c'est de créer, c'est de partager. Donc on est là aussi pour aider, quoi, pour ça, je pense, hein, dans ce sens. À fond. Trop bien. Une dernière question, autre chose que vous aimeriez avoir abordé ce soir ou autre? Moi, j'avais une petite question. Mais parce que on reste... je voulais savoir un ou deux bouquins qui vous ont touché profondément, qui vous ont marqué, que vous conseilleriez de lire. C'est quelque chose qui m'intéresse. Méga compliqué. Il en faut deux. Non, mais dans le sens, moi, je dois sélectionner là je comprends, des mais trucs mentalement. tout en sachant que ça veut pas dire que c'est l'unique bouquin de votre vie. Bon, moi, je viens de finir, je le dis parce que j'y pense, mais je viens de finir 4e génération de Wendy Delorme. Okay. Je conseille vraiment, c'est incroyable. En fait, elle revient un peu sur, c'est très de l'autofiction, mais elle revient un peu sur l'histoire du féminisme à travers ses expériences personnelles. Et puis, quand on a grandi avec le féminisme, de notre génération, il y a un truc très ironique. Elle est très critique aussi de certains aspects, et c'est à hurler de rire. Et c'est juste super trash, et c'est super drôle en même temps. C'est trop bien. Moi, j'ai chialé et j'ai ri, et c'était super. Ça, c'est ma dernière lecture. Trop bien. Trop bien. Moi, je suis en train de lire, j'ai pas fini encore, le livre Requin de Bertrand Belin, qui est un chanteur à la base. Je trouve qu'il écrit terriblement bien. Je trouve que c'est très très joli comme il tourne ses phrases, c'est hyper simple.
En même temps, en fait, c'est un livre qui a été adapté au théâtre il y a pas longtemps à Genève, au théâtre de Saint-Gervais. Après la pièce, il y avait une discussion avec lui. Moi, je l'ai trouvé assez imbuvable. Et ça se ressent dans son écriture parce qu'il affirme vraiment des vérités générales, comme si la vie c'était comme ça, puis que c'était pas autrement. Puis en fait, c'est hyper agréable de lire quelqu'un qui est hyper sûr de lui. Du coup, c'était hyper simple. Puis je sais pas, je me suis pas posé plus de questions que ça, mais les tournures de phrases étaient absolument délicieuses. Ouais. Mais ouais, là, si j'en ai un autre, je te redis. Voilà. Et J'aime toi, trop comme quoi, des fois, on a aussi des plumes qui sont pas forcément de nos bords idéologiques ou quoi, mais qui nous touchent quand même malgré ça, et ça, je trouve assez beau. Et toi? Moi, je ne lis pas de livres, je lis que des magazines. Non, écoute, j'ai pas trop de choses qui me viennent à l'esprit maintenant. Mais peut-être que toi, tu en as une à nous évoquer. Moi, il y a Jeanne Benhammer. En vrai, pas un seul bouquin. Enfin, j'ai lu Laver les ombres dernièrement qui m'a renversée. Et puis là, je suis en train de lire Patrick Chamoiseau. Et en vérité, c'est poético-politique pour le coup. C'est un très beau néologisme, du coup. Ouais, c'est un auteur créole qui parle de la colonisation, de son imaginaire aussi à travers la colonisation française. Et du coup, l'imposition du français. Et puis, c'est des trucs qui me touchent beaucoup parce que je suis très attachée au patois aussi ou à ce genre de choses. Et du coup, ouais, c'est assez magique de le lire, quoi. Mais voilà, Patrick Chamoiseau. Trop bien. Merci beaucoup. Parfait. Bah, merci pour ça. Est-ce qu'on a encore des petites questions dans le public ou dans le chat? Ou sinon, je crois qu'on a déjà fait assez long. C'est tout bon? Ok. Super. Et ben encore un grand merci aussi, je ne l'ai pas dit au début et je m'en excuse. Merci à la librairie L'Art d'Aimer qui nous accueille aujourd'hui, Joy et Olivier qui sont là aussi dans le public pour nous voir. Mais merci infiniment pour l'accueil dans ce magnifique espace qui fait écho aussi à toute la thématique d'aujourd'hui. Vous pouvez déjà retrouver Mettez Palme ici, mais j'imagine que Joy va aussi vouloir prendre les deux autres. et du coup, n'hésitez pas à venir retrouver ça aussi ici si vous êtes à Fribourg. Et puis, est-ce que vous avez un autre petit mot de la fin ou un petit coup promo pour terminer aussi? Toi, tu as ton vernissage le 1er juin à Le 3 juin, oui, le 3 juin à Payot, venez nous Ok. voir. Oui, effectivement. Trop bien. C'est vrai. Ouais. Payot-Neuchâtel. Et puis la prochaine mondiale qui sort? On sait pas trop. Ah, ça arrive. Elle est en Ok. cours d'agrafage, ça peut prendre 2 jours à 3 semaines. Ok. Mais on vous tient au courant. Trop bien. Mais Ouais. merci beaucoup pour l'invitation. Ouais, et pour Avec la grand discussion. plaisir. Merci. Ouais, merci beaucoup. Nous, c'est fin juin notre vernissage. Je sais pas encore la date fixe, mais on sera Déjà le nouveau, le prochain? là. Ouais. Ah ouais, ok. D'accord. ouais. Et ça, c'est la dernière qui est sortie. Et ça, là, c'est la sur- dernière qui ouais. est sortie en novembre. Ouais. Super. Magnifique. Ok, merci beaucoup à tout le monde de nous avoir suivis ce soir pour cette émission. Merci encore une fois à vous d'avoir été là. Merci à la librairie L'Art d'Aimer. Et comme toujours, un grand merci à Laure et Tim qui sont à la régie et derrière la caméra qui nous permettent de faire ces émissions. Une très belle soirée, à très vite. Au revoir.